Sur le menton. Sur le menton. Comme ceci? Un, deux, trois, quatre. Voilà. Et bien, mesdames, messieurs, bonjour. Je suis Jean-Louis Caffier. Je suis ravi de passer cet après-midi en partie avec vous. Je suis journaliste, consultant, enseignant sur les questions d'environnement, de climat et d'énergie en particulier. Alors, rapidement, quelques mots d'intro. La planète des jeunes, c'est le thème de cette conférence. C'est un très vaste programme. Rassurez-vous, on ne va pas tout traiter en 2 heures, mais vous le savez si vous consultez ou avez consulté le programme, que le thème de la jeunesse est bien évidemment présent partout, tout au long de ces 2 journées à travers de multiples débats. On va donc se concentrer cet après-midi sur ce qui est le sujet du moment et qui, à mon avis, le sera pour longtemps, c'est le climat, à 3 mois de la conférence de Paris, bien sûr. C'est un sujet qui est très transversal et qui nous permettra d'aborder de multiples sujets. Ça va des nouvelles technologies à l'éducation, ça va des nouveaux modes de déplacement à la recherche, aux nouvelles technologies, bien évidemment, qui sont très présentes, y compris dans les nouvelles solutions qui sont proposées, et c'est ça qui est intéressant. Nous parlerons également des outils à mettre en place, des atouts de la France, de la place des entreprises. Le monde va changer. Et on va essayer de vous expliquer pourquoi, comment, et surtout comment agir et comment anticiper, quels que soient les résultats de cette COP 21. Je vais vous présenter les invités dans quelques minutes. Auparavant, le MEDEF propose un guide de sensibilisation, changement climatique, comprendre et agir. Il est disponible ici. Je vous le conseille, il est très bien fait. Et puis le MEDEF a également publié un manifeste en 10 points sur la COP 21. Il comporte des affirmations très fortes et des demandes très précises adressées aux négociateurs. On va le vérifier avec ce film d'animation qui dure 3 minutes. On regarde.
La COP21 se déroulera à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015. Elle a pour objectif de fixer un cadre international et durable et des mesures concrètes qui permettront de limiter à 2 degrés le réchauffement climatique par rapport au niveau de l'ère pré-industrielle. Un objectif crucial et déterminant pour lequel les entreprises s'engagent aux côtés des pouvoirs publics et de l'ensemble des acteurs. Manifeste pour une démarche concertée et ambitieuse pour répondre à ce défi sans précédent. Opportunité. Le défi du changement climatique peut constituer une opportunité pour nos sociétés. Celle de créer les conditions d'une croissance mondiale, durable et équitable. C'est l'opportunité pour les entreprises d'innover, de conquérir de nouveaux marchés, d'inventer de nouvelles activités, de nouveaux business models, de nouveaux produits et de nouveaux services créateurs de valeur, de croissance et d'emploi. C'est l'opportunité pour nos filières d'excellence de devenir, par leur savoir-faire, les champions de l'économie de demain. Responsabilité. Saisir ces opportunités suppose de prendre collectivement nos responsabilités. Les entreprises, pour assumer les leurs, doivent pleinement intégrer l'enjeu climatique dans leur stratégie et promouvoir les solutions qu'elles apportent. Elles doivent se concerter et faire reconnaître leur rôle spécifique à l'échelle mondiale. C'est l'objectif de la mise en œuvre du Business Dialogue. De leur côté, les États devront être en mesure de tenir les engagements qu'ils prendront. Il est donc nécessaire de mettre en place un cadre de mesures, de publication et de vérification des émissions. Mais ce n'est pas la seule responsabilité des États dans ce défi. Les États ont une responsabilité environnementale, mais aussi une responsabilité économique, celle d'assurer compétitivité, croissance et emploi. L'ouverture de la gamme des solutions disponibles demain passe par des investissements intensifiés en recherche et développement. Les entreprises attendent des signaux forts d'incitation à l'innovation et au transfert de technologies vers les pays en développement. Il s'agit de diffuser un signal prix du carbone dans l'économie mondiale de manière réaliste et équitable en tenant compte de la diversité des États. L'attribution d'une valeur au carbone permet de financer les solutions en les rendant plus compétitives. Mais cela ne suffira pas. Pour lutter contre le phénomène de fuite de carbone, un accord mondial est nécessaire. En attendant, l'Europe doit permettre à son industrie de lutter à armes égales dans la compétition mondiale. Le défi est immense, mais pas insurmontable. Raison de plus pour le relever ensemble en conjuguant, au présent, réalisme économique et rigueur d'une part, et créativité et audace d'autre part. Téléchargez le manifeste du MEDEF pour la COP21 et le guide pédagogique Changement climatique, comprendre et agir sur medef.com. Plus d'infos sur le déroulement de la COP21 sur cop21.gouv.fr. Voilà, vous le voyez, c'est très clair. Alors par rapport au sommet de Copenhague, il y a quand même un progrès qui a été réalisé. C'est qu'on ne doute plus aujourd'hui du réchauffement de la planète. Et je pense que le double effet de serre qu'on a créé ici dans cette salle contribue aussi à le montrer s'il y a encore des personnes à convaincre. On va débattre à présent des points qui ont été abordés dans cette présentation, entre autres, et vous allez être invités à y participer. Je vais appeler Laureline. Donc n'éteignez pas vos portables ou vos tablettes surtout, même s'il faut baisser le son, parce que vous allez pouvoir les utiliser pour, Laureline. Pour Wisembly. Donc Wisembly, c'est une solution d'interactivité qui va vous permettre de participer, de prendre part au débat. Donc les instructions vont être affichées sur les deux écrans. Vous avez deux manières de participer. Donc soit via le web en tapant app.wisembly.com/medef1, qui est votre mot-clé. Donc vous avez accès au Wi-Fi ici, ou bien en 3G ou en 4G, ça fonctionne très bien. Et vous avez la possibilité de poser des questions. Ou bien, vous pouvez également le faire par SMS au 31035 en tapant MEDEF1, suivi d'un espace, puis votre question. Donc les consignes, de toute façon, seront rappelées tout au long de la conférence. N'hésitez pas à participer et Jean-Louis Caffier récupérera vos questions tout au long de la conférence aussi pour y répondre. Merci et bonne conférence.
Merci Laureline. Je vous présente nos invités en commençant par celle qui n'est pas encore là, mais c'est pour une très bonne raison. Laurence Tubiana va nous rejoindre dans quelques minutes. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle joue un rôle très important dans les négociations pour le climat. En gros, c'est elle qui dirige la partie des négociations pour la France auprès de Laurent Fabius et d'autres membres du gouvernement. Elle est en retard, pourquoi? Parce qu'elle participe à une rencontre avec tous les ambassadeurs présents à Paris, justement sur le climat. Et quand elle sera là, on aura des nouvelles toutes fraîches, si je puis dire, sur l'avancée des négociations. Leslie Tourneville est membre de Youngo. Youngo, c'est la représentation officielle des ONG de la jeunesse accréditées auprès de l'ONU pour observer et même influencer parfois les négociations sur le climat. Elle est également fondatrice associée de CAT SAS, c'est une société de conseil en responsabilité sociétale des entreprises. Maude Fontenoy, navigatrice bien sûr, porte-parole de l'UNESCO pour les océans, membre du Conseil économique, social et environnemental, présidente de la fondation qui porte son nom. C'est à ces nombreux titres que le MEDEF avait invité Maude Fontenoy à participer à ce débat et depuis, Maude a été nommée déléguée nationale à l'environnement chez les Républicains. Thierry Mandon, secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, auparavant secrétaire à la réforme de l'État et à la simplification, vous étiez député de l'Essonne avant d'entrer au gouvernement. Bruno Lafont, co-président du groupe Lafarge-Holcim depuis la fusion il y a quelques semaines, président de la commission développement durable du MEDEF. Vous êtes également membre du Conseil mondial des entreprises pour le développement durable. François-Xavier Bellamy, adjoint au maire de Versailles, philosophe, enseignant, auteur récent du livre à succès « Les déshérités ou l'urgence de transmettre chez Plomb ». Et François-Xavier assurera la dédicace à l'espace librairie après ce débat. Voilà pour la page de pub gratuite. Julien Dumas, chef de brigade chez Lucas Carton, le célèbre établissement de la place de la Madeleine, membre également de l'association Bon pour le climat, qui agit pour limiter le CO2 dans la grande cuisine en privilégiant en particulier les produits locaux et de saison. Enfin, Jean-Pascal Tricoire, président de Schneider Electric, président du comité France-Chine au MEDEF et à la Chambre de commerce, président du Global Compact France et à ce titre, co-président du Business and Climate Summit qui a eu lieu à Paris au mois de mai dernier, ambassadeur enfin du think tank The Global Commission on the Economy and Climate, créé par l'ancien président du Mexique, Felipe Calderón, avec le soutien très actif de l'économiste Nicolas Stern, que tout le monde connaît quand on évoque les questions d'économie et de climat. On va donc commencer avec le point 10 en fait, du manifeste. Je cite, « Le défi est immense, mais il n'est pas insurmontable ». Bruno Lafont, dans cette formule, oui, on peut y arriver, si on met les moyens en route, mais ça ne va pas être simple, ça va être difficile. Attention, c'est le message que veut faire passer le MEDEF. Pourquoi ? Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose que quelqu'un peut faire tout seul. Il faut que tout le monde y arrive tous ensemble. C'est un défi pour les gouvernements, c'est un défi pour les consommateurs qui vont avoir à changer leurs pratiques, c'est un défi pour les entreprises qui vont avoir d'abord à changer leurs pratiques, comme les consommateurs, pour réduire leurs émissions, mais aussi de trouver des solutions pour que les consommateurs et le monde tout entier puissent réduire ces émissions. Donc c'est un défi, effectivement, qui touche tout le monde et qui touche tous les pays, parce qu'il n'y a pas de solution faite par un seul pays. L'Europe, toute seule, ne peut pas régler les problèmes du climat. C'est aussi quelque chose qui est surmontable, parce que nous pensons que les solutions, on commence à les voir, parce que des organismes se sont déjà mobilisés, parce que la coopération commence à exister, les gouvernements commencent à parler aux entreprises, les entreprises commencent à être reconnues comme des solutions au règlement des sujets climatiques. Et je pense que les prises de conscience de toutes les populations, notamment dans les pays émergents, sont un très puissant facteur pour que, effectivement, le désir d'accélérer
permettent de faire les choses. Maintenant, tout ce que je dis a l'air très simple, c'est en fait très compliqué, mais je n'irai pas dans les détails. Alors, on rentrera dans ces détails un petit peu au cours de la discussion, bien sûr. Thierry Mandon, je voudrais signaler quand même que le point 3 du manifeste du MEDEF, c'est « Le MEDEF salue le rôle que joue la France en tant que pays hôte et le profond engagement qui est le sien ». Donc voilà, on entendait les critiques tout à l'heure de Pierre Gattaz dans d'autres secteurs. Voilà au moins quelque chose qui est positif. Vous êtes d'accord avec cette formule? Défi immense, pas insurmontable? Oui, si on regarde l'histoire des accords, ou plutôt des non-accords internationaux sur cet enjeu vital, à la fois l'échec est impossible et la nécessité de l'accord immense implique une méthodologie de préparation de la conférence de Paris. On parle de COP21, mais hop là, pour simplifier les choses, conférence de Paris, une méthode très très rigoureuse. Parce que c'est instruit des échecs qu'il faut essayer de faire un accord avec tous les pays du monde. Et c'est un défi parce que ça implique les grandes économies, les premières économies mondiales, qui doivent faire des efforts très significatifs et beaucoup plus significatifs que les autres, par définition, à la fois parce qu'ils représentent beaucoup d'émissions, parce que finalement, si eux-mêmes ne sont pas capables de discipliner, on ne voit pas pourquoi ceux qui sont au début de leur croissance, voire qui espèrent un jour avoir une croissance, le feraient. On rappelle un chiffre, pour la France, c'est divisé par 4 les émissions de gaz à effet de serre en 2050. Voilà, on salue l'arrivée de Laurence Tubiana. Merci, installez-vous. Voilà, donc c'est un défi pour cette raison. Puis c'est un défi aussi parce que, encore une fois, l'écho des échecs reste quand même dans le panorama. Oui. Si à Copenhague ça a échoué, c'est pas seulement pour des raisons de méthode, c'est aussi pour des raisons de fond. Culturellement, idéologiquement, une convergence qui s'est faite sur la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique, ce qu'on appelle les climato-sceptiques, ceux qui doutent de la nécessité de le faire sont réduits maintenant vraiment à portion congrue. C'est marginal. Oui. C'est 3% des publications internationales, mais il n'empêche que c'est sur ce climat de scepticisme qu'il faut bâtir ce qu'on espérait être un grand succès. François-Xavier Bellamy, on parle de défis inédits, de défis sans précédent. L'humanité est réellement face à quelque chose de nouveau dans son histoire. Bien sûr, l'humanité est devant un défi complètement nouveau. Et le philosophe Hans Jonas, il y a une trentaine d'années, en prenait déjà la mesure en écrivant le principe responsabilité. C'est une nouvelle époque de la responsabilité morale, de la responsabilité politique. Hans Jonas dit que la technique contemporaine, les transformations de l'économie, de l'industrie ont produit une révolution. Dans l'histoire, il y a des évolutions parfois, mais il y a rarement des révolutions. Qu'est-ce que c'est qu'une révolution? C'est une transformation globale. Et nous sommes clairement devant la première des grandes révolutions. C'est-à-dire qu'elle touche la totalité de notre environnement, la totalité de notre écosystème. Le deuxième aspect d'une révolution, c'est qu'on ne revient pas complètement, on ne revient jamais vraiment en arrière. Et nous ne sommes pas là pour parler de revenir en arrière, mais d'inventer des solutions d'avenir qui font que, en vivant dans ce nouveau monde que l'économie a dessiné, que l'industrie a dessiné, que la science et la technique ont construit, nous pourrons néanmoins construire un monde durable, un monde de croissance durable. Et puis le troisième aspect d'une révolution, c'est que nous sommes obligés de réinventer la responsabilité politique, la responsabilité morale. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous pensons un devoir moral envers la nature. Jusque-là, les plus grands philosophes du monde pensaient les devoirs moraux uniquement dans les relations entre les hommes, mais nous devons penser un devoir moral envers la nature, un devoir moral aussi envers le futur. Et c'est la première fois, là encore, que cette question se pose. Et peut-être, Monsieur le ministre, vous évoquiez tout à l'heure les échecs qui ont eu lieu dans les négociations passées. Eh bien, peut-être était-il nécessaire, parce qu'il fallait du temps, pour que nous prenions la mesure de cette révolution et de la nécessité d'inventer des solutions qui soient à la hauteur de la nouveauté du défi. Alors, les défis. Il y a quelqu'un à cette tribune qui en a relevé quelques-uns. Elle sait ce que veut dire ramer ou réduire la voilure. Pour y arriver, ces mots de Fontenoy, bien sûr. Comment on se prépare, Maude, à relever un défi du genre le tour du monde à la voile à contre-courant? Et est-ce que ça peut nous inspirer dans le défi dont on parle cet après-midi? Bonjour à tous. Il est certain que ce défi que nous avons à relever, c'est un défi qui, si j'ose dire, est quand même à notre hauteur.
ce que j'aime dire à la jeunesse à qui je m'adresse depuis près de 15 ans dans le cadre de ma fondation, c'est que le défi à relever est faisable et qu'il est en plus passionnant. Les hommes, à travers l'histoire, ont su montrer qu'ils avaient cette capacité à s'adapter, à innover, à donner du sens au progrès. Et aujourd'hui, je crois que nous allons faire preuve, justement, montrer combien cette volonté, cette détermination, cette anticipation, cette gestion des risques, toutes ces valeurs que l'homme sait mettre en place, eh bien, on va les mettre au service de ce défi climatique. Je crois que ce qu'il est important de rappeler, et peut-être c'est le lieu idéal pour le faire, Jean-Louis, c'est qu'aujourd'hui, il va falloir faire rimer l'écologie et l'économie, que pour beaucoup, l'écologie ne soit pas un retour en arrière, mais soit vraiment la construction de cette société que l'on veut pour notre jeunesse, donc pour nos enfants. Le programme que nous met sous les yeux les scientifiques, dont plus personne ne doute aujourd'hui, est plutôt alarmant. Et il est certain que, comme tu le disais, le défi à relever est de taille. Mais nous avons aussi les moyens pour le réaliser. Mais pour ça, il faut, je dirais, que l'on s'arme d'une vision de responsabilité. Vous le disiez, monsieur le philosophe, il y a cette éthique de responsabilité, cette éthique de conviction, je crois qu'elle a été distinguée par Max Weber. Aujourd'hui, cette conviction, elle est importante. Nous devons porter une certaine utopie sur cette vision de l'avenir, mais on ne doit pas oublier de voir le monde aussi qu'il est et porter une vision modérée, pragmatique, réaliste de l'environnement et de l'écologie pour amener des mesures concrètes, réalisables. Il faut envisager un monde différent, mais il ne faut pas se leurrer sur le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et je pense que les entreprises l'ont bien compris et que cette efficacité énergétique qu'on vous demande, elle est aussi en faveur du développement économique. Alors, Leslie Tourneville, qui est en quelque sorte notre porte-parole de la jeunesse à cette tribune. Comment justement les jeunes, et ceux de Youngo notamment, abordent ce défi climatique? Tout d'abord, bonjour à tous. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous parler justement du point de vue que je vais humblement représenter, celui de la jeunesse, sachant que je vais vous représenter en fait le point de vue d'une jeunesse militante, pragmatique aussi, réaliste, je dirais réaliste, idéaliste, mais tout de même, voilà, d'une certaine catégorie de la jeunesse uniquement, c'est bien important de l'avoir en tête. Sans vouloir vous décevoir, en tant que membre de Youngo, qui ai la chance de pouvoir assister aux négociations climatiques de par ma présence dans mon association qui s'appelle Climates, les jeunes sont très pessimistes. Ils sont très pessimistes parce qu'ils ont conscience, immensément conscience des enjeux et des défis monumentaux. C'est pire qu'une montagne. Quand on pense au fait, par exemple, je vais vous donner un petit exemple, qu'aujourd'hui, pour parler seulement de la consommation de pétrole, pas même de gaz, pas même de charbon, qui est à la base de notre économie aujourd'hui, de notre système de développement que le monde entier nous envie, 5 milliards d'individus qui veulent copier ce qu'on fait, ce développement dans lequel je suis né, dans lequel vous êtes né, qu'il va falloir réinventer alors qu'on est né dedans, bref, que faire? Il est basé sur 80 millions de barils de pétrole par jour, et si on convertit ça en énergie humaine, ça fait un baril de pétrole, 159 litres de pétrole, c'est 25 000 heures de travail humain. Donc 85 millions de barils par jour, c'est 100 milliards d'hommes qui travaillent. Pour vous donner une idée de... Voilà, on va devoir changer ça, imaginer une économie qui ne fonctionne plus comme ça. Et ça, en tant que jeune, c'est vraiment tétanisant d'imaginer un monde qui soit meilleur, qui soit plus solidaire, qui soit plus beau, qui reflète toute l'intelligence humaine et toutes les émotions, tout ce qu'il y a de mieux en l'homme, alors qu'on est né dans quelque chose qu'il faut changer radicalement et que, étonnamment, enfin même pas étonnamment, c'est normal vis-à-vis du confort que ça a apporté, tout le monde a envie de copier. Mais Leslie, vous dites une jeunesse tétanisée. Est-ce qu'elle est découragée aussi ou est-ce qu'elle a envie de changer les choses? Comment elle se situe par rapport à cette tétanisation? Tout à fait, c'est le point sur lequel je voulais venir juste après. Le défi du réchauffement climatique, pour beaucoup de jeunes, il semble insurmontable au regard de ça. Mais par contre, ce qui est immense, mais tout à fait à la hauteur de chacun, c'est de se rendre compte de ces enjeux, de ces problèmes, et là, de voir qu'il y a des risques que ce changement climatique arrive, mais que malgré tout, ok, la situation est telle qu'elle est, qu'est-ce que je peux faire? Et il y a des initiatives magnifiques partout dans le monde,
en France et ailleurs, de la part d'entreprises, de la part d'associations, de la part de pouvoirs publics, chacun fait ce qu'il peut. Et ça encourage beaucoup les jeunes, notamment parce que la source du courage, c'est le sens. C'est l'émotion, c'est le sens qu'on donne à sa vie. C'est ce qu'on veut laisser aux autres, de façon générale, ce qu'on veut laisser à la société quand on agit. Qu'est-ce que je veux offrir ? Véritablement, qu'est-ce que je veux donner ? Qu'est-ce que je veux pour ma vie ? Qu'est-ce que je veux pour les autres ? Et ça, quand on arrive en tant que jeune, et même en tant qu'adulte, même après, à trouver ça, et bien là, tout le courage est là, en fait. Mais trouver ce sens est difficile, c'est un défi. Mais si on y arrive, et c'est le défi réalisable, alors là, tout vraiment, la montagne devient gravissable et voire même, on peut arriver au sommet. Très bien, Leslie. On va essayer de vous donner des pistes pour convaincre les jeunes que c'est possible, effectivement. Vous parliez de 80 millions de barils de pétrole par jour. Vous savez ce que ça fait par être humain présent sur Terre ? 3 litres. 3 litres par être humain de pétrole avalé tous les jours. Voilà. Un peu une partie de notre problème, sans parler du charbon et du reste. Alors, le défi sera surmontable également si tout le monde s'y met. On reviendra sur ce point et avec François-Xavier Bellamy tout à l'heure également. Julien Demas, vous chassez le CO2 à la cuisine. Alors, racontez-nous votre engagement, qui est d'abord personnel, puis ce que fait l'association Bon pour le climat. Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Mon engagement, c'est avant tout d'essayer de trouver des solutions pour pouvoir proposer des produits le plus frais possible et dans une grande disponibilité. C'est-à-dire qu'on va chercher des poissons aujourd'hui, par exemple pour parler de la pêche, des poissons qui ne sont que pêchés par des petits bateaux. Les petits bateaux, c'est quoi? C'est des bateaux qui partent à peine une journée en mer et qui déposent des lignes et qui remontent des poissons en très petite quantité et des poissons de saison. Donc notre engagement, nous au Lucas Carton, c'est vraiment de suivre les saisons et de faire avec ce que nous proposent avant tout les maraîchers d'Île-de-France, les producteurs d'Île-de-France également aussi. Mais on essaye d'aller un peu au-delà, c'est-à-dire qu'on va essayer de limiter aussi le gaspillage. Le gaspillage, c'est tous les épluchures de légumes, on va essayer de les transformer. Ça, c'est un point qu'on vient juste de commencer à faire. Dans le restaurant, avec une chose, c'est qu'on essaye de faire des bouillons de légumes, des jus de légumes. On essaye également aussi de faire de la fermentation. Mais bon, tout ça, c'est des points qui vont être amenés un peu plus tard. Pour ce qui est également de la cuisine en tant que telle, pour parler de ce qu'on fait au quotidien, toutes nos assiettes sont basées sur le légume, avec une grande quantité de végétal à l'intérieur et très peu de protéines. Du coup, on a quand même un bon ratio nourriture dans l'assiette, mais c'est pensé complètement différemment. Et notre engagement au niveau de Bon pour le climat, ça allait un peu dans la continuité de ce que j'avais mis en place au Lucas Carton. Ce sont des choses avec lesquelles on fait vraiment très attention au CO2. On fait très attention avec la proximité des producteurs. Et voilà un peu ce qu'on fait au Lucas Carton aujourd'hui. Est-ce que vous avez une idée chiffrée des économies de CO2 que vous pouvez réaliser en pratiquant de la sorte? C'est quoi, c'est 15, 20%? Il y a toute une chose qui s'est mise en place il y a très peu de temps, qui va être mise en place sur Bon pour le climat. Je ne l'ai pas encore fait, ou je ne sais pas si je l'ai vraiment d'actualité, mais aujourd'hui je pense que ça doit être à peu près ça, 20%. Mais en plus de ça, en plus des 20%, c'est que c'est très amusant pour nous cuisiniers de faire avec ce qu'on nous donne. Voilà, 20% quand on fait local et saisonnier. Le message est important. Jean-Pascal Tricoire, autre exemple d'adaptation, c'est avec votre entreprise, Schneider. Quand, en fait, avez-vous commencé à prendre le virage et comment vous vous y êtes pris? Alors, il y a plusieurs virages qu'on a pris chez Schneider concernant le changement climatique. Il y a un premier virage qui a été celui de l'entreprise entière. C'est-à-dire que nous fournissons des technologies pour fournir l'énergie dans les applications, enfin dans les endroits où vous vivez, dans les endroits où vous travaillez, que ce soit des bâtiments, que ce soit des industries, dans les endroits où vous voyagez, des infrastructures. Et donc Schneider est présent, vous ne le savez pas, mais Schneider est présent dans tous les actes de votre vie quotidienne,
en fournissant les technologies qui permettent de véhiculer ça. Et il y a 10 ans, notre métier, c'était finalement d'amener des électrons, dans le domaine de l'électricité, d'une centrale de génération à des prises d'électricité. Et il s'avère qu'aujourd'hui, les plus grands besoins d'équipement dans le domaine électrique sont bien évidemment dans les pays émergents. On fournit, nous, de l'énergie pour l'urbanisation, pour l'industrialisation, la digitalisation de nos sociétés, qui sont des grands phénomènes fondamentaux. Et 80% des besoins s'expriment dans les pays émergents. Et quand vous opérez dans les pays émergents, vous vivez tous les jours, de façon très pratique, ce que veut dire la consommation énergétique, la rareté, la préciosité de l'énergie. Oui, c'est ce que fait Jean-Louis Borloo en Afrique, je le cite puisqu'on l'a croisé il y a quelques minutes. On travaille beaucoup, bien entendu, avec lui et on supporte complètement son initiative. Et donc, il y a 10 ans, on s'est dit quels sont finalement... On est face à une équation insoluble, qui est la montagne que vous décriviez, qui est doublement de la consommation énergétique dans les 40 à 50 ans qui viennent, et en même temps l'impératif qu'on a découvert entre-temps, on est finalement la première génération à le savoir, et la dernière à pouvoir résoudre cela, l'impératif de diviser les émissions de CO2 par un facteur de 2. Donc ça veut dire augmenter l'efficacité de tout ce qu'on fait par un facteur de 4. Et il y a un seul moyen d'arriver à résoudre cette équation, c'est de faire tout ce qu'on fait aujourd'hui avec une efficacité finalement supplémentaire d'un facteur 4. Et là où je suis un peu plus optimiste que vous, je suis convaincu aujourd'hui, avec l'état des technologies, qu'on est tout à fait capable de le faire. Mais on est face à une révolution dans le domaine de l'énergie, qu'on voit d'ailleurs dans des ruptures qu'on observe autour de nous, et particulièrement dans le prix du pétrole en ce moment. Je ne sais pas si vous avez conscience que dans les 6 derniers mois, on vit quand même un choc pétrolier à l'envers, mais c'est quand même un choc énergétique intégré. On est capable, en mobilisant les technologies, d'économiser, de mieux consommer, surtout de mieux partager l'énergie, parce qu'aujourd'hui, on consomme trop, on consomme tous en même temps, et on produit souvent pas de façon très propre. Il suffit, en nous connectant tous, c'est-à-dire en connectant tous les objets qui nous entourent à ce qu'on appelle l'Internet des objets, sur lequel Schneider est en pointe, en les connectant à des softwares qui nous permettent de mieux coordonner nos actions, en les combinant à des nouvelles technologies comme les renouvelables et le stockage, oui, on est capable d'arriver à obtenir des niveaux d'efficacité très supérieurs. Donc moi je suis ni pessimiste ni optimiste, comme je le disais à la conférence sur le climat, je suis activiste, c'est-à-dire qu'on est dans l'action, et je pense aujourd'hui au regard des résultats qu'on obtient, qu'on est tout à fait capable d'affronter ce défi. Alors, avant d'interroger Laurence Subiana, notamment sur cette réunion aujourd'hui avec les ambassadeurs à propos du climat, Leslie, que j'ai embauchée pour surveiller vos questions. Est-ce qu'il y a des questions sur cet aspect défi? On va peut-être les afficher si c'est possible. Oui? Un micro peut-être pour les... Non? Ah bon, d'accord, alors. Voilà. Oh là, il y a beaucoup de... Alors... 2 femmes, 6 hommes, ça c'est une tribune du vieux monde. Non, c'est 3 et 5. On progresse. Et je regarde, hein, on est en direct. Voilà, alors, Laurence, c'est un message. On est tous derrière vous pour un accord mondial, planète des jeunes et planète des vieux. Voilà, tous réunis sur le même objectif. Donc, je le disais tout à l'heure avant que vous arriviez, vous avez donc participé à une réunion avec les ambassadeurs dans cette semaine qui leur est consacrée à Paris à propos du climat. Quel est le bilan que vous faites de cette réunion? Est-ce que vous sentez, comme on le voit depuis quand même pas mal de mois, que les choses avancent? Oui, je peux dire que ça avance. Bien sûr, là, la réunion avec mes collègues, réunion annuelle des ambassadeurs de France, montre qu'il y a une mobilisation générale, d'abord du réseau diplomatique français. Et il faut le saluer parce que je crois que c'est la première fois qu'on a autour d'un même objectif tout un réseau qui travaille de façon absolument permanente au contact de tous les gouvernements, des entreprises, des collectivités locales, des ONG, des think tanks, de la presse, pour faire vivre ce sujet climat partout. Et vraiment, j'en ai eu auprès de mes collègues négociateurs énormément de témoignages. Je crois que le bilan que nous faisions avec Laurent Fabius ce matin pour se dire l'état des lieux avec le secrétaire général Ban Ki-moon,
et bien sûr bien d'autres, c'est que depuis et vous l'avez, je crois, je suis arrivée lorsque vous disiez les bonnes raisons pour lesquelles ça ne peut pas le scénario de Copenhague ne se reproduira pas. C'est que déjà le premier constat, et on le voit y compris à travers les contributions nationales qui sont présentées, il y a un degré de préparation sans précédent partout. Au point que, et deuxième point encore plus intéressant que le fait qu'il y ait un processus de préparation partout, qui n'existait pas avant Copenhague, c'est que cette préparation ouvre un débat national, notamment sur la transition énergétique, qui est aussi sans précédent. Je prends à témoin ce qui est en train de se passer en Chine ou encore plus récemment en Inde, où tenant d'une position tout à fait différente de l'Inde, beaucoup plus ancrée vers un développement propre, se fondant sur les énergies renouvelables, et ceux qui tiennent aux vieux modèles s'affrontent publiquement. Nos collègues péruviens disaient, même s'il n'y a pas d'accord à Paris, on aura déjà créé quelque chose de complètement différent, qui est que le Pérou, pour la première fois, se dote d'une politique climatique qui ressemble à quelque chose, c'est-à-dire qui traite des transports publics, qui traite de la planification urbaine, qui traite de l'efficacité énergétique dans les bâtiments, qui traite évidemment des sources d'énergie. Donc ça, c'est la première et peut-être la plus importante des choses. Et puis, il y a ce que, vous savez, le ministre dit souvent, le président de la République aussi, on a un résultat de Paris qui est autour de 4 volets. L'accord lui-même, j'y reviendrai peut-être si on a le temps. Le deuxième volet, ce sont ces contributions dont je viens de parler. Le troisième volet, c'est la mobilisation du système financier, c'est-à-dire qu'il se réoriente vers faciliter le financement de cette transition. Et le quatrième volet, la mobilisation des acteurs non gouvernementaux. Peut-être je peux dire aussi que sur ce point, la mobilisation est sans précédent. Paul Mann était avec nous, le patron d'Unilever, pour dire qu'il lance aujourd'hui une mobilisation d'1 million d'entreprises dans le monde pour produire des engagements avant Paris. Il y en a déjà beaucoup qui l'ont prise. J'ai 2 exemples à côté de moi, que ce soit Schneider Electric ou les cimenteries de Lafarge, que Bruno pilote avec quelques autres maintenant. Il y a, et c'est très intéressant d'ailleurs, que dans 2 secteurs, l'un qui est vraiment intéressé par construction, aux politiques vertes, et c'est le cas de Schneider Electric, et l'autre qui, au contraire, est un secteur industriel pour qui cette transition est très difficile. Ces 2 types de secteurs-là sont en avance dans la mobilisation. Oui. Donc oui, de ce point de vue, l'atmosphère est positive avant Paris. Alors, Laurence Tubiana, on a prévu de parler des outils tout à l'heure. Donc, on va revenir de la mobilisation nécessaire des entreprises, mais pas seulement, des autres acteurs, de toute la chaîne concernée par l'énergie ou le climat. Simplement une question, il y a des engagements, il y a des progrès partout, c'est vrai, mais pour le moment, il faut bien reconnaître qu'on n'est pas dans la limitation du réchauffement à 2 degrés. Les engagements sont insuffisants. Tout le monde est d'accord là-dessus. Est-ce que ça peut encore progresser ou pas? Alors, bon, on n'a pas toutes les contributions. Le premier bilan qu'on l'on fait, c'est qu'à la fois, il y a un grand progrès de ces contributions par rapport aux engagements de 2010 pour 2020. Donc la période 2020-2030, elle accroît, en tout cas, elle change la pente de réduction dans beaucoup de pays, où elle amorce une réduction qui n'avait pas lieu. Mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Les chiffres sont importants, mais les chiffres qu'on connaît aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand-chose au regard des transformations qui sont en train de se passer, des innovations technologiques qui vont arriver. Oui. Encore une fois, on raisonne 2025, 2030, 2050. Donc, il faut regarder les chiffres et regarder qu'on a pour l'instant un décalage entre les scénarios moyens qu'on devrait suivre et celui qui sort des contributions actuelles. Mais il faut encore se dire que la stabilisation de la hausse des températures en dessous de 2 degrés, c'est une opération sur le siècle. Donc il ne faut pas penser on doit stabiliser en 2025 ou en 2030 bien ou à sûr, Paris. Ça, c'est idiot. Mais il faut qu'on se mette sur une trajectoire qui nous rapproche de ce scénario médian, là où on a le plus de chances. Donc on n'y est pas encore. C'est important de lancer, vous dites vraiment le mouvement, et ensuite d'éventuellement le faire évoluer en fonction des nouvelles informations ou des nouvelles technos. Exactement. Oui. Et c'est ça le cœur de l'accord de Paris, si on y arrive, c'est d'inscrire ce mécanisme de d'abord d'inscrire une vision de trajectoire de long terme,
que chaque pays se pose cette question, qu'est-ce que ça veut dire pour mon économie d'être décarbonée en 2050 ou en 2070 ? Et deuxièmement, qu'on ait un mécanisme de révision des engagements réguliers qui nous permettent de tenir compte des évolutions qui vont arriver et notamment des courbes d'apprentissage des technologies qui vont de toute façon intervenir. Donc voilà un peu la vision donc pas pessimiste en tant que telle. Oui, oui. Alors, on va aborder la deuxième partie de ce débat consacré à la place des entreprises et aux atouts de la France. C'est dommage qu'on n'ait pas installé d'éoliennes avec tout le vent qu'il y a dans cette salle. C'est peut-être une publicité déguisée, je ne sais pas, pour les énergies renouvelables. Ah, là, ça se calme, tiens. Thierry Mandon, la France a des atouts, pas seulement avec les entreprises, mais avec les grandes écoles, avec le secteur de la recherche, le spatial notamment. Comment cette question du climat progresse-t-elle dans le secteur de la recherche et dans l'enseignement supérieur ? Très concrètement, d'abord il faut souligner la contribution de la France au travail intellectuel et scientifique qui a permis à ce que les travaux du GIEC, d'abord, soient réalisés, soient financés. Il y a une grande contribution de laboratoires, y compris de laboratoires situés pas très loin d'ici. Je pense notamment au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement de Saclay, mais il y en a d'autres. Oui, oui. Donc la prise de conscience mondiale de l'importance de ces sujets doit beaucoup au potentiel et à la réalité scientifique de la France. Il y a de nombreux Français qui sont membres du GIEC, très nombreux. Absolument. Donc, premier rappel. Deuxièmement, tous les domaines scientifiques sur lesquels reposeront les réponses considérables qu'il faudra mettre en œuvre pour faire face à ce défi sont les champs d'excellence scientifique français. C'est l'espace, avec les sophistications des degrés de suivi du réchauffement. C'est les énergies au sens large, l'énergie, les énergies. C'est les transports, c'est les biotechnologies pour partie, c'est la modélisation, les mathématiques, et derrière le big data. Donc l'ensemble de ces technologies-là, de ces sciences-là, vont nourrir des domaines technologiques qui eux-mêmes draineront, encourageront, soutiendront le développement des grands acteurs économiques. Et donc la France jouera un rôle capital dans l'élaboration des réponses. Troisièmement, la réponse et la méthode de réponse, et c'est ce qui fait la liaison avec le premier point que vous avez souligné, finalement, est une méthode doublement française. Elle est française au sens où c'est un grand projet que de faire baisser l'élévation attendue du niveau des températures, qui demande de la planification, de la projection dans le temps, de la planification, de la capacité de définir des objectifs mobilisateurs, de la capacité de mobiliser des acteurs publics comme privés autour de ce grand projet. C'est authentiquement une culture française, et je ne fais pas d'histoire des politiques publiques, mais c'est une culture française. Mais il y a aussi une deuxième type de réponse qui était très claire dans ce qu'expliquait Mme Tobiana il y a quelques minutes. C'est au-delà de grands objectifs et de grandes mobilisations chiffrées, quantitatives, une transformation d'ordre culturel. Oui. L'émergence de forces nouvelles, de dynamiques nouvelles, d'appui dans la société, auprès de l'opinion publique, dans les acteurs économiques. C'est ce double registre-là d'efficacité qui est vraiment intrinsèquement français. C'est finalement le croisement d'une stratégie de changement à la Clausewitz. Comment je gagne la guerre, quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je mets en œuvre comme moyen pour y arriver. Et à la Sun Tzu, quelle force j'accompagne dans la société, dans mon environnement, qui me permettront finalement de gagner cette guerre sans avoir véritablement à la mener. C'est ces trois-là les atouts de la France. Sa contribution scientifique à la prise en compte mondiale de l'importance de ces sujets, ces compétences, ces domaines d'excellence scientifique et technologique qui sont les domaines clés de la réponse à ces problématiques, et finalement une philosophie du changement de la société qui me semble être intrinsèquement dans les habitus de la France. Et on reparlera d'une partie de ces thèmes demain après-midi lors d'un débat consacré aux sciences, avec notamment Jean-Yves Le Gall, le président du CNES, avec André Braic, avec d'autres. Jean-Pascal Tricoire. Je voulais réagir sur deux choses. D'abord, vis-à-vis de la dynamique qui accompagne le changement climatique. Moi, ce qui me frappe, c'est que j'avais participé à Copenhague.
du fait du positionnement de Schneider, je participe à beaucoup de meetings internationaux. En général, on termine ces meetings internationaux, on dit que ça a été un échec. La réalité, c'est qu'à chaque fois, on fait des progrès phénoménaux. À Copenhague, il y avait encore une portion importante de la population qui niait le changement climatique. Aujourd'hui, c'est devenu absolument marginal. Et aujourd'hui, moi, je ne rencontre aucune entreprise et aucun pays qui n'ait pas un plan. Et tout ça est en train de devenir de plus en plus convergent et de plus en plus fort. Ensuite, je voudrais réagir à ce que disait Thierry tout de suite sur les atouts de la France. Et rebondir sur ce que disait Maude sur écologie rimant avec économie ou économie rimant avec écologie. La task force dont je suis commissaire, qui est la Better Climate, Better Economy, est une task force qui a la volonté de montrer un plan opérationnel pour faire que ce changement climatique devienne aussi une opportunité économique. Alors en France, on a beaucoup d'atouts, parce que, comme on le disait, on a des entreprises qui sont en pointe dans le système. On a aussi des choses à montrer. Il y a quand même 2 éléments, à mon avis, sur lesquels il faut qu'on bouge. Et là, je reprendrai le V de la vitesse de Pierre Gattaz qui manque sérieusement. La première chose, c'est que comme tout pays, si vous voulez être en pointe et le montrer, il faut que vous soyez le meilleur champ d'expérimentation de vos technologies. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que nos bâtiments soient les plus efficaces du monde, par exemple. Pour nos entreprises, parce que la plupart des gens qui sont ici sont des entreprises, on est poussé à plus d'efficacité au niveau énergétique par la recherche de meilleurs coûts. Mais le reste de l'environnement est aujourd'hui pas exemplaire en France. Donc quand les gens vont venir nous voir à la COP21, ils vont écouter ce qu'on va leur dire en France et puis vont regarder nos villes, est-ce qu'elles sont smart, est-ce qu'elles sont efficaces, ils vont regarder nos bâtiments, est-ce qu'ils sont smart, est-ce qu'ils sont efficaces, et la réponse sera plutôt non. Donc là, il y a du travail à faire, surtout que c'est créateur de jobs, de richesses, etc. Et puis le deuxième point, c'est l'éducation. Parce qu'on parle de technologies comme les smart buildings, les smart homes, les smart cities, les énergies renouvelables. Et aujourd'hui, on n'a pas les filières de formation encore. Elles sont à peine naissantes. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un travail massif à faire pour retourner dans les appartements, retourner dans les bâtiments, retourner dans les usines. Mais qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas formés. Et ce sont des beaux jobs, ce sont des jobs technologiques, ce sont des jobs très valorisés, valorisants. Et il faut là aussi qu'on bouge assez vite pour créer les gens, les compétences qui soient capables d'opérer ces changements. Alors, Leslie Tourneville et François-Xavier après. Leslie. Je voulais rajouter un point rapidement sur tout ce qui a été dit vis-à-vis des initiatives qui sont très encourageantes. Là, je parle en mon nom. Vraiment, je le reconnais. C'est vraiment très encourageant ce qui se passe. Simplement, un point important à signaler est la question de la vitesse que vous évoquiez juste à l'instant, à savoir au regard de l'inertie du changement climatique, au regard du fait que il y a énormément d'innovations qui sont en place, mais qu'il faut les déployer très rapidement pour atteindre un pic, quand même, normalement, comme recommandé par les scientifiques, d'ici 20 ans, d'ici 10 à 20 ans. Et c'est là que toute la question se pose de justement comment faire en sorte pour les entreprises s'inspirer confiance elles-mêmes et inspirer confiance aux politiques, pour leur dire on est prête, on voit vraiment la valeur ajoutée en termes d'emplois qu'on peut créer, de richesses qu'on peut créer, pour aller plus vite, mettez les incitations nécessaires, faites le nécessaire pour que justement les formations soient là, l'investissement soit là, tout ça soit là. Donc après vous allez y arriver durant le débat, mais c'est vraiment un enjeu très important. Oui, je vais poser la question à Thierry Mandon dans un instant, qui rejoint une autre question d'ailleurs, qui est là. François-Xavier Bellamy. Juste une toute petite remarque pour dire que le résultat de ces échanges qui est intéressant, c'est que si on en est arrivé là aujourd'hui, c'est à cause du progrès des connaissances humaines, à cause du progrès des sciences, à cause du progrès des techniques. Mais on voit bien qu'on ne s'en sortira pas par moins de sciences ou par moins de techniques, mais par encore plus de sciences, encore plus de progrès, encore plus de techniques. Et de ce point de vue-là, l'exemple que vous donniez, M. Tricor, est révélateur. C'est en progressant de plus en plus vite sur ces terrains-là qu'on pourra y parvenir. Je crois que ça met aussi, du coup, dans notre pays, comme dans le monde entier, au centre de la question, la place de l'école, la place de la formation, vous le disiez, des formations qualifiantes dans l'enseignement supérieur, mais aussi la place de l'école et de la formation dès le plus jeune âge. Et c'est peut-être un point d'attention pour nous tous, au moment où l'école est souvent au centre des débats. C'est clair que c'est de la qualité du savoir que nous transmettrons à ceux qui nous suivront que dépend aussi, indirectement, l'avenir de notre environnement. Et c'est en partie l'objet de votre livre, hein, je le précise. Laurence Tubiana. Oui, je voulais rebondir sur deux choses que Jean-Pascal Tricor vient de dire. D'une part, les jobs. Dans la contribution chinoise, l'évaluation du gouvernement chinois, c'est que ça va créer au minimum 15 millions de jobs. Bon, ça fait pas mal. Alors, au vu de la Chine, on peut dire que c'est pas beaucoup. Mais quand même 15 millions, bon.
Deuxième chose, sur le processus d'apprentissage. On dit toujours les négociations climatiques, ça n'avance pas, c'est très long, on ne fait rien. Il a fallu presque 50 ans pour avoir un accord commercial digne de ce nom, c'est-à-dire qu'il soit à peu près intégrateur. Et entre 48 et, disons, la fin des années 90, c'est tout ce temps-là qu'il a fallu pour créer l'OMC et avoir un accord vraiment de libéralisation du commerce. Bon, là, on en est un petit peu plus que 20 ans. Donc, et on apprend à chaque fois de façon considérable. Et je ne peux que soutenir. Tout doit être fondé sur cette notion d'apprentissage et d'innovation. C'est comme ça qu'on peut avancer dans un système de gouvernance globale aussi compliqué. Alors, Laurence Tubiana, gardez le micro. Justement, une question. Quelle gouvernance mondiale et démocratique pour des enjeux mondiaux? La COP21, héritière d'un modèle dépassé, n'est-elle pas morte-née? Vous avez contribué à la réponse tout à l'heure, mais bon. Oui, et je suis d'ailleurs heureuse de voir que, vous savez, d'habitude, mes étudiants de Sciences Po ont lancé Climate, et je suis vraiment heureuse d'en voir des membres. Et justement, en rejoignant les simulations de négociation, on a pu voir comment les COP elles-mêmes sont sorties du modèle intergouvernemental pur. C'est fini ça déjà. On est déjà dans un monde où, en parallèle de la négociation gouvernementale et de plus en plus de façon intériorisée, ce qui se passe dans l'économie réelle et l'enjeu de la nouvelle gouvernance qu'on veut instituer à Paris, c'est cette introduction, cette émergence de l'économie réelle dans la discussion politique. Et on va y arriver. Parce que tout le monde a envie que ça se termine, c'est-à-dire qu'on négocie, qu'on finisse et qu'on mette en œuvre. Oui. Tout le monde a envie de parler d'innovation technologique et de changement. Tout le monde a envie de savoir comment est-ce qu'on va financer cette énorme transition. Et même le débat financier traditionnel, qui était comment les pays développés doivent financer avec de l'aide le Sud, est complètement dépassé aujourd'hui. Donc on a vraiment, même s'il y a tout à fait de la rhétorique qui reste, parce que c'est des arguments de négociation, mais vous ne trouverez pas un négociateur chinois au niveau important ne sachant pas dire, en fait, c'est un gigantesque programme d'investissement qu'il faut développer. Dernier élément sur la gouvernance nouvelle qu'il faut instituer. On travaille d'arrache-pied pour que dans l'accord lui-même et par la suite se pérennise ce dialogue que nous avons lancé entre les gouvernements et les entreprises, entre le gouvernement et les autorités locales, pour savoir qu'est-ce que c'est qu'un accord qui facilite cette transition. Nous l'avons fait à travers ce qu'on appelle le dialogue du business, nous l'avons fait à travers les multiples réunions avec les collectivités. Maintenant, notre objectif, c'est l'institutionnalisation de ça sur une base permanente dans la conférence climat. Et je crois qu'on va aussi y arriver. Bruno Lafont. Non, tout à l'heure, je disais que je n'irais pas plus loin parce que c'était très compliqué. Et je pense que la discussion qu'on a eue depuis tout à l'heure montre à quel point c'est compliqué. Je pense que les entreprises qui ont commencé plus tôt, on a souvent tendance à opposer les grandes entreprises et les petites entreprises là-dessus. Et je pense qu'on a tort. Certaines grandes entreprises ont été obligées de s'y intéresser parce qu'elles avaient une empreinte écologique, parce qu'elles étaient grosses et parce que le régulateur avait commencé par s'intéresser à elles. Donc c'était forcément en train de devenir une obligation. Je pense que ce qui se passe sur cette affaire climatique, quel que soit le résultat de la conférence de Paris, c'est que le changement climatique va devenir une obligation pour toutes les entreprises. Oui. Ça va être une question de survie, ça va être une question de développement, et ça va être pour les économies la croissance. Et là où je pense que la coopération doit progresser, c'est d'abord pour aider, faire en sorte que toutes les entreprises prennent conscience de ce sujet et découvrent les opportunités, parce que ce n'est pas juste les grandes entreprises qui vont y arriver, et ça c'est vrai dans les pays émergents aussi bien que dans les pays développés. Il y a une deuxième chose qui est très importante, c'est que le rapport entre les gouvernements et les entreprises est absolument clé. Absolument clé. On ne pourra pas développer l'innovation si on n'a pas quelques guidelines, quelques règles, et s'il n'y a pas quelques règles mondiales. Alors je ne sais pas à quel moment vous voulez mettre le prix du carbone dans la discussion, oui, bientôt, mais le prix du carbone, c'est quoi? C'est une manière de valoriser soit la pollution, soit les progrès que vous permettez de faire en réduisant cette pollution ou en contribuant à la réduire. Et si vous mettez une valeur élevée, vous risquez de changer, de transformer radicalement et effectivement d'attirer plus rapidement le résultat. Mais vous risquez aussi de tout casser si vous ne le faites pas comme il faut. Ou vous risquez de tout casser à un endroit si vous ne faites pas la même chose qu'ailleurs.
Donc la manière, il est d'abord fondamental d'avoir un prix du carbone, parce qu'il n'y aura pas de financement à l'innovation s'il n'y a pas de prix du carbone, parce que si on ne peut pas valoriser l'effet des progrès qu'on fait, on ne pourra pas investir, ou seuls les gouvernements investiront, mais leurs possibilités sont limitées. Donc il faut véritablement travailler à réussir la mise en place d'un prix du carbone, peut-être en commençant régionalement, peut-être en trouvant les modes de réglage qui permettront à chacun de s'y retrouver et de faire qu'on soit plutôt dans une transition qui fasse réussir la transformation, ce qui est très important. Et je pense qu'un des objectifs de la COP de Paris devrait être d'initier ce sujet, parce que là, seuls les États peuvent vraiment entretenir. Donc au-delà du commitment, des engagements, je pense que la valorisation du prix du carbone est un élément clé du progrès nécessaire. Alors on va y revenir, on va prendre quelques questions en rafale. Justement, vous parliez des PME, Schneider, Lafarge et les PME. 3 points d'interrogation. Question critique en fait, bon voilà. Bien sûr, je pense que nous avons par exemple initié très tôt tout un tas de contacts avec un tas de petites entreprises qui nous aident partout dans le monde, par exemple, à collecter des fuels alternatifs, à collecter des déchets. On travaille à faire progresser nos équipementiers, ceux qui fabriquent nos équipements, c'est-à-dire nos usines, partout dans le monde aussi, à nous accompagner dans les progrès qu'on fait. On essaye de développer tout ça, et là, moi j'ai pris l'engagement personnel au MEDEF de faire en sorte que le travail avec les PME et la direction des objectifs en direction des PME en matière de développement durable et en matière de changement climatique soit notre priorité. Parce qu'il n'y a que des opportunités à trouver et il y a énormément à partager. Moi, je voudrais renforcer ce que dit Bruno. Premier point, nous, ça fait tous les 3 ans, on fait une réduction de notre consommation d'énergie de 10%. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas forcément à cause du régulateur? On le fait simplement parce que ça rapporte, en plus d'être meilleur en termes d'empreinte carbone. C'est-à-dire que vous rentrez dans un cercle vertueux dans lequel, là, cette fois-ci, écologie vous amène des résultats économiques avec des paybacks qui sont très courts, de 3 à 5 ans. Deuxième chose, 70% de la valeur de ce qu'on vend vient de PME qui sont partenaires de Schneider. Et donc on les accompagne, elles aussi, dans un parcours, parce que notre empreinte carbone est liée à leur empreinte carbone. Donc on est vraiment liés dans la même chose et on progresse ensemble. Et nous, on ne peut pas être compétitif en termes d'empreinte écologique de nos produits si nos partenaires, et particulièrement les PME qui nous entourent, ne le sont pas. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire ensemble pour une meilleure compétitivité et pour une meilleure durabilité de la performance. Alors Thierry Mandon et Maude Fontenoy ensuite. Moi, j'interviens à contre-emploi, puisque là, je vais parler des entreprises, mais il m'arrive de m'y intéresser un peu. Je pense que la compétition sur la vitesse de la transformation et de la décarbonisation de l'économie est engagée entre les grands groupes et les petites entreprises. Il n'est pas sûr que les grands groupes la gagnent. Leur système d'organisation de recherche et développement va, selon les secteurs, être mis sous tension par l'émergence de petits acteurs, des start-up très technologiques, très avancés, un peu à l'image de ce qui s'est passé dans la pharmacie et dans les biotechnologies ces 10 dernières années. Certains groupes, on en a ici, ont compris, y compris le risque pour eux de ne pas être moteur de la transformation de l'économie et donc de leur entreprise. Ils le font de manière intelligente par la coopération avec des petits acteurs, mais les grands groupes qui seront en retard risquent d'être vraiment menacés par l'émergence d'une très grande foule de petits acteurs extrêmement performants. Et tant mieux, c'est en cela que ce formidable champ de la transformation énergétique et la décarbonisation de l'économie est aussi une opportunité de redistribution des cartes. Donc il n'y a pas de petites entreprises ici, sauf monsieur. Oui. Moi, je serai un grand groupe. Je mettrai vraiment au cœur de ma stratégie, notamment d'organisation de la R&D, la réflexion de la relation avec les petits groupes, comme cela vient d'être, les petites entreprises, comme cela vient d'être expliqué ici. Maude Fontenoy.
Oui, c'est vrai que pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport à Copenhague, il est certain que depuis Copenhague et depuis plusieurs années, on voit cette vraie évolution. Copenhague, ce n'est pas qu'un échec. On voit cette sensibilisation auprès du grand public. On voit ces entreprises, les unes après les autres, qui se mobilisent. On voit, moi, dans les écoles, ces jeunes qui sont de plus en plus informés, conscients. Et donc, je trouve qu'au contraire, on n'a jamais autant progressé. Donc, pour moi, c'est quelque chose que je retiens de façon positive. En ce qui concerne les entreprises, pour travailler avec beaucoup de petites entreprises au sein de ma fondation, on se rend compte que c'est souvent elles qui sont porteuses de solutions pour les grandes, parce qu'elles sont beaucoup plus manœuvrables, beaucoup plus réactives, et que pour elles, c'est une question de survie que de baisser certains coûts, et qu'il est évident que quand on éco-conçoit un produit, souvent, il coûte moins cher, on fait des économies d'eau, des économies d'énergie, et au final, c'est du bénéfice pour l'entreprise. Ensuite, vous lanciez tout à l'heure la question sur les atouts de la France. Oui. Il est de mon devoir de rappeler forcément l'atout maritime. La France est la deuxième puissance maritime mondiale grâce à ses 11 millions de kilomètres carrés. Elle a un vrai rôle à jouer. L'économie maritime représente un chiffre d'affaires en France de près de 69 milliards. C'est colossal. C'est également près de 300 000 emplois. C'est 90% de la marchandise que l'on transporte qui est transportée par voie maritime en émettant 5 fois moins de CO2 que par le voie ferroviaire et 12 fois moins que par la voie aérienne. Donc c'est un potentiel incroyable que l'on a, nous. Au-delà de dire, et quand on parle des négociations climatiques, il faut absolument parler des océans qui sont parfois, et j'espère que la plateforme Climat-Océan dont on est membre permettra de faire bouger les choses, les océans qui sont quand même ceux qui nous apportent la moitié de l'oxygène que l'on respire, qui sont ceux qui régulent le climat, qui nous apportent 22 000 médicaments, donc qui sont une source d'innovation incroyable, qui sont un puits incroyable, et qui sont pourtant aujourd'hui à près de 60% sans gouvernance. 60% de la haute mer est sans gouvernance mondiale. On peut y faire et y prélever ce que l'on veut. Donc on a une vraie marge de progression sur ce potentiel incroyable en énergie, puisque vous parliez également de recherche. l'IFREMER est un laboratoire de recherche formidable et nous dit que les énergies de demain sont ceux des océans, que ce soit les hydroliennes, que ce soit la différence de température, la différence de salinité. Les carburants aussi avec les algues, pourquoi pas, hein. Un potentiel incroyable. Oui. Et juste un dernier point, parce qu'on parlait tout à l'heure de formation, il est évident qu'il va falloir former nos concitoyens et former nos jeunes à aller vers ces métiers. Mais il faut aussi former notre jeunesse comme j'essaye de le faire, c'est-à-dire l'éducation pour tous. Et l'éducation pour tous, pas seulement dans nos pays, mais dans tous les pays. Aujourd'hui, il y a un déficit d'éducation. Je pense que la clé du changement passera par l'éducation. Et quand on pense qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a près de 60 millions d'enfants qui n'ont pas accès à la moindre, plus basique des éducations, que près de 100 millions n'ont même pas accès à une classe primaire, et qu'aujourd'hui, c'est 800 millions d'êtres humains qui sont illettrés, 2/3 de femmes. Aujourd'hui, la première question, elle est de donner la base de la compréhension de ces problèmes à ces millions d'individus qui ne pourront pas gérer ces problèmes si elles n'ont pas accès à l'éducation et donc à la compréhension de ces problèmes, et nous ne cessons de le répéter, à ces problèmes complexes. Alors, qui souhaitait intervenir? Merci. Alors, Julien Dumas dans un premier temps et Laurence Tubiana ensuite. Julien. Moi, ce que j'ai pu remarquer dans ces 10 dernières années au niveau de la consommation des restaurations, c'est que de la restauration, pardon, c'est que les restaurateurs consomment différemment et essentiellement les jeunes. C'est-à-dire que pour rebondir un peu sur un point où les petits vont apporter des solutions aux grands, c'est ce qu'on commence à voir chez nos fournisseurs, c'est-à-dire que petits producteurs ont des marchés restaurateurs sur Paris et les restaurateurs ont un peu abandonné le marché de Rungis, et Rungis s'est un peu appauvri en légumes, en fruits, en poissons, et tout ça pour 2 raisons, parce que moi en tout cas aujourd'hui j'arrive à contrôler la fraîcheur des produits, et du coup ces mêmes petits fournisseurs ont apporté des solutions à certains gros fournisseurs de Rungis qui maintenant commencent à comprendre que il faut se rapprocher peut-être des gens qui sont autour d'eux et d'aller chercher les solutions à Paris, autour de Paris et en France, parce qu'aujourd'hui, pour ce qui est en tout cas de la viande, beaucoup trop de chefs vont chercher la viande au Japon parce que c'est une viande qui est absolument exceptionnelle. Mais
moi, en tout cas aujourd'hui, je vais vous dire que la viande au Japon est bien au Japon et que je la laisse au Japon. Merci Julien, bravo. Laurence Tubiana. Alors moi, je voulais revenir, je ne sais pas si c'est le bon moment, sur ces questions des incitations et de l'aller-retour. Prix du carbone aussi. Prix du carbone, alors, je vous propose, Laurence, j'ai quelques questions qui se rapportent à ce qu'on dit. On y revient juste après, hein, d'accord? Donc les questions, il faut que je vous donne la parole quand même, bien sûr. Pourquoi s'acharner sur la France qui ne représente qu'à peine 1% des émissions de gaz à effet de serre? Je n'ai pas l'impression qu'on s'acharne vraiment, mais enfin bon, c'est une réflexion que je vous demande de partager. Alors voilà. Est-ce que les politiques peuvent ou veulent agir pour la protection climatique? Est-ce compatible avec leurs échéances électorales? Ça rejoint un petit peu la remarque de Leslie tout à l'heure. Thierry Mandon. Oui, enfin, je crois que la démonstration est faite, mais on revient du coup sur un thème qu'on a abordé tout à l'heure sur la caractérisation politique de cette négociation. C'est une négociation post-nationale. Et moi, j'aurais tendance à dire que c'est probablement la première négociation post-nationale, c'est-à-dire finalement qui n'est pas directement connectée avec des procédures démocratiques purement nationales et donc des échéances politiques purement nationales. Pourquoi? Les engagements qui sont pris sont plus ou moins pris au niveau de grands espaces géographiques qui dépassent les nations. L'Europe. La France a pris des engagements, mais l'espace européen a pris des engagements. L'Amérique du Nord, finalement, Obama a pris des engagements très forts, mais qui vont transcender la frontière canadienne et ce sera des engagements pour l'Amérique du Nord. Les enjeux pour les pays en développement sont globalisés. Si on met les cas spécifiques de la Chine et pour cause et de l'Inde, on est sur des espaces géographiques post-nationaux. Deuxième élément, les ressources imaginées sont des ressources authentiquement mondiales, les ressources nouvelles, l'usage qui peut être fait du carbone, ou là aussi, en tout cas au niveau de grands espaces transnationaux. Et les dépenses, je pense au fonds vert par exemple, sont aussi non connectées à l'espace privilégié de la démocratie, dont des rythmes électoraux qu'est la nation. Troisièmement, les forces dans la société qui sont mobilisées, qu'il s'agisse des opinions publiques ou qu'il s'agisse des entreprises, sont elles aussi transnationales, en tout cas post-nationales. On ne s'adresse pas seulement aux entreprises françaises, et quand on s'adresse aux entreprises françaises, on s'adresse à Schneider parce que Schneider, ça va plus loin que la France, à Lafarge parce que ça va plus loin que la France, et donc on s'appuie sur leur capacité, là aussi, transnationale, en tout cas post-nationale. Et quatrième point, les grands projets qui vont émerger de ce combat contre le réchauffement, on prend par exemple le spatial, sont au minimum des projets, là aussi, de grands espaces de coopération style Europe, voire même des projets mondiaux, puisque le projet de 2028 de l'observation via le satellite, très précisément du réchauffement de ces causes, c'est des projets mondiaux. Et si, et je termine pour répondre précisément à la question qui était posée, oui. Je ne suis pas en train de la fuir, au contraire, si les politiques s'engagent aujourd'hui aussi fortement, c'est parce qu'ils ont bien conscience que c'est plus important que le jeu politique national, qu'on est sur une autre échelle de calendrier et sur une autre échelle spatiale. Alors, merci. Quelques réflexions. Utilisons plus de matériaux recyclables sans consommation excessive d'énergie. C'est une déclaration de bon sens. 80% des mails sont des spams, ça me paraît beaucoup, mais enfin, quand on pense à l'énergie gâchée dans les serveurs, personne n'en parle et encore moins agit. Bon, c'est une réflexion. N'oubliez pas que dans le même ordre d'idée, on stocke aujourd'hui de manière inconsidérée des photos sur notre portable qu'on retrouve sur l'ordinateur, sur le cloud, et tout ça, ça consomme de l'énergie aussi. Hein. Ça, c'est un vrai sujet. Hein. Je pense que les grands spécialistes de ces questions se penchent dessus avec beaucoup d'applications. Bon, voilà pour le moment. Merci de poser les questions les plus populaires pour un vrai débat et pour que cet outil ne soit pas juste un gadget. Voilà. J'essaie de le faire, de répondre à vos demandes. Alors, je voulais juste revenir avec François-Xavier Bellamy pour conclure cette partie. On a parlé de la place des entreprises, un peu de la place de la recherche, de l'éducation. On va y revenir. Les entreprises, c'est bien, mais je dirais, ça ne suffit pas. Vous défendez l'idée qu'il faut absolument que tous les acteurs potentiels se mobilisent. Est-ce qu'on peut y croire à quelque chose comme ça ?
De toute façon, on ne peut pas croire que ça se passe autrement. Et c'est là où la question de la politique que vous posiez, Monsieur le Ministre, rejoint toutes les autres questions. En fait, on est vraiment devant le problème de l'environnement. Et on appelle aussi l'environnement écosystème. Ce qui est très intéressant devant le défi auquel nous sommes confrontés, c'est que précisément, tout fait système. La mer avec la terre, l'air avec l'activité humaine, mais aussi bien tout fait système, les entreprises avec les consommateurs, connectées avec la question politique, avec celle des citoyens et des responsables politiques. Et on pourrait dire, le défi est global et il ne peut pas y avoir de changement qui ne soit pas, lui aussi, global. C'est ce qui fait toute la difficulté du défi auquel on est confronté, c'est ce qui fait le caractère insurmontable de cette montagne que vous évoquiez. On ne peut pas imaginer, encore une fois, une réponse autre que globale à cette révolution qui touche la totalité de notre environnement. Et d'une certaine façon, c'est vrai que, à la question qui a été posée de savoir si les politiques s'intéressent vraiment à ces questions, on peut peut-être renvoyer à la responsabilité du citoyen, à la responsabilité du consommateur. On ne peut pas attendre que les politiques règlent le problème pour nous. On ne peut pas attendre que les États prennent en charge le problème pour nous. Et je crois que nous sommes tous concernés, aussi bien d'ailleurs comme citoyens que comme acteurs de la vie économique, comme consommateurs, et aussi d'une certaine façon comme responsables au sens moral de ce terme de nos actes et de nos comportements. Alors les consommateurs, Julien Dumas est en contact avec eux en permanence. C'est pas toujours facile d'imposer des changements dans un établissement comme Lucas Carton. Où est passée ma langoustine, Julien? C'est vrai que Lucas Carton, c'est pour ceux qui ne connaissent pas le restaurant, c'est un restaurant emblématique qui vit depuis 1895, qui a été rythmé par de multiples grands chefs étoilés. Et c'est vrai que c'est un peu une histoire de génération, c'est-à-dire que le restaurant, c'est les parents qui emmenaient les enfants ont emmené leurs enfants et ainsi de suite. Et du coup, il y a un peu des plats qui se sont inscrits comme ça dans l'histoire du restaurant. Et moi, ce que j'ai pu voir, c'est quand même que la gastronomie a évolué ces 20 dernières années. Et du coup, quand vous dites, écoutez, voilà, monsieur, je suis désolé, mais aujourd'hui, vous n'aurez pas votre langoustine parce que votre langoustine est pêchée en Écosse. Et que moi aujourd'hui, et de une, c'est pas la saison de la langoustine, et de deux, ça m'ennuie un peu de faire venir la langoustine de si loin, même si ça reste encore une fois dans la zone de l'Europe. Mais pour moi, on a tellement de ressources au niveau de la France, si on prête encore une fois attention au nombre d'espèces qu'il peut y avoir dans l'océan. Et du coup, en arrivant à ça, il y a beaucoup de gens qui sont déçus parce que du coup, ils ressortent. Ils vous écoutent, ils comprennent vos arguments, ils les acceptent? Ça dépend de la façon dont ils ont de voir les choses. Ça dépend de leur ouverture d'esprit. Après aussi, à nous, restaurateurs, de former du coup le serveur, la personne de salle qui va venir expliquer pourquoi est-ce que nous, à ce moment-là, on est dans cette démarche-là et pourquoi est-ce que je veux vraiment mettre en valeur les ressources de la France, parce que la France est un pays incroyable aux ressources innombrables et avec des choses qui sont encore, hélas, inexploitées. Alors en tout cas, l'affaire des clients de Lucas Carton, c'est un petit peu les clients de toutes les entreprises qui sont là. Oui, il va y avoir des changements. Il faut les expliquer pour que les clients les acceptent aussi. On va juste conclure cette partie avant d'aborder justement le prix du carbone, les autres outils liés à la COP21, avec Leslie sur le thème de la solidarité, de l'entraide. Leslie qui va nous raconter un conte africain. Oui. J'avais suggéré en effet de faire un petit peu de poésie, étant donné que pour ce qui est de la jeunesse, comme je vous ai dit, au regard du fait qu'on perçoit les bonnes initiatives qui sont faites, quand j'ai eu la chance d'aller au Climate and Business Summit, j'ai bien vu une scène entière qui propose un prix du carbone d'ici 10-15 ans, je ne sais plus, à $200. Vous vous rendez compte? Moi-même, j'y croyais pas, alors qu'on n'était qu'avec un parterre d'entrepreneurs. Vous parliez de gouvernance non nationale. Les villes, durant le World Summit of Territories, certaines se sont engagées à travers une coalition. Tout ensemble, elles font 12 fois toutes les émissions des émissions européennes, 12 fois sur 10 ans, et rien qu'avec leurs engagements de réduction. Donc voilà, il y a énormément de choses qui se passent. Simplement, en raison de la rapidité du changement climatique, la solidarité reste une donnée extrêmement importante à construire et à réinventer, malgré tout, parce que sait-on jamais, si on n'y arrive pas, il va bien falloir faire face.
Et donc j'avais pensé à une petite histoire. C'est l'histoire d'un papa et de son fils. Le père voit son fils en train d'essayer de soulever un pot extrêmement lourd. C'est un petit enfant, il n'y arrive pas, il fait tout ce qu'il peut, vraiment c'est très très lourd, il n'y arrive pas. Et le papa demande à son enfant, tu as utilisé toutes tes forces pour soulever ce pot? Et l'enfant répond, bah oui, vraiment, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Son père lui a dit, tu es sûr? L'enfant se dit, ouh, que se passe-t-il? Et son père lui répond, non, tu n'as pas utilisé toutes tes forces parce que tu n'es pas venu demander mon aide. Et ça, c'est quelque chose, je crois, en tant que jeune, il faut vraiment qu'on s'en rende compte aussi, parce qu'après tout, on va pas y arriver tout seul, première chose. Et même de façon générale, puisqu'on va parler de coopération juste après, voilà, comment est-ce qu'on demande de l'aide, comment est-ce qu'on réinvente l'aide, comment est-ce qu'on considère la solidarité nationale, locale, internationale. C'est vraiment des enjeux qui vont se poser principalement, je pense, pour les jeunes qui vont reprendre un monde qui risque d'être plus difficile encore que celui qu'on hérite aujourd'hui. Merci Leslie. On va passer aux outils à mettre en place parallèlement à ce que fait la COP 21 à Paris, bien sûr. Au-delà d'un accord, il faut qu'on commence à parler et rentrer un petit peu dans le dur. Le prix du carbone, les systèmes de vérification, de baisse des émissions dans les pays, etc. Bruno Lafont, pourquoi le MEDEF réclame un prix au carbone aujourd'hui ? Il le réclame parce que toutes les décisions des entreprises ont un rapport avec la valeur. Et que s'il n'y a pas de notion de valeur dans les conséquences de ce qu'on fait, l'entreprise n'est pas sûre de pouvoir prendre les meilleures décisions. Et quand on parle de l'entreprise, ce sont les actionnaires, ce sont les chefs d'entreprise, ce sont les ingénieurs qui travaillent. De plus en plus d'entreprises intègrent dans leurs décisions d'investissement aujourd'hui déjà un prix fictif du carbone, se disant si le carbone est à 50 € ou s'il est à 25 €, est-ce que ma décision elle est encore bonne? Elle est bonne pour combien de temps? Et si le prix changeait, quelle erreur aurais-je fait? De la même manière, si le prix du carbone est à 80 €, est-ce que je continue à produire avec les mêmes technologies ou est-ce qu'il faut que j'en change? Et si j'en change, à qui il faut que je m'adresse? Est-ce qu'il faut que je trouve la start-up ou est-ce qu'il faut que je développe mes propres... Et donc, c'est toute la stratégie de l'entreprise qui est en jeu. Et si on ne peut pas approcher la valeur, si on ne peut pas approcher aussi le corridor successif, c'est-à-dire sur 20 ans, une entreprise comme dans la grosse industrie, elle investit sur 50 ans. Quand on prend une décision, c'est pour 50 ans. Alors, les 20 premières années sont plus importantes, mais 20 ans, c'est court pour nous. Et si on ne connaît pas le prix du carbone, au moins dans la tête des gens qui ont véhiculé les choses, eh bien, on a un certain nombre de réflexions. Même chose sur l'innovation. Je lancerai un produit quand je saurai mesurer son impact sur mon client et sur la valeur d'usage que mon client va en retirer. Si je n'ai pas un prix de carbone pour le valoriser, je vais dire à mon client, tu vas réduire ta consommation d'électricité, mais je ne vais pas lui dire, tu vas réduire tes émissions de CO2 de temps, ça ne lui dira rien du tout. Si je peux lui dire aujourd'hui ça vaut tant, demain ça vaudra tant, l'acteur privé, le consommateur, va décider. Et quand on parle de financement de la lutte contre le changement climatique, c'est, encore une fois, pas les États qui vont réussir à financer, c'est l'économie privée qui va trouver une justification. Elle va trouver une justification parce qu'elle aura confiance que la valorisation qu'on a donnée au carbone est juste, ferme, stable, partagée par le plus grand nombre de pays. Jean-Pascal Tricoire, votre point de vue sur le prix du carbone? Je peux qu'abonder. Aujourd'hui, on prend des décisions. Si on veut arriver dans un modèle plus vertueux, il faut savoir intégrer dans les décisions qu'on prend les impacts collatéraux des émissions de carbone. Aujourd'hui, il n'y a pas de prix du carbone, donc c'est souvent mal intégré par les sociétés. Il y a aussi d'autres distorsions de marché. On parle beaucoup des subventions aux énergies renouvelables. Aujourd'hui, dans le monde, on dépense 600 milliards de dollars de subventions aux énergies fossiles, traditionnelles. Ça aussi, on recommande, je pense, les uns et les autres, de les éliminer. Et puis, je pense que le monde bouge très très vite, particulièrement, je reviens sur les technologies, c'est un peu mon métier, mais réalisez quand même que le prix d'une installation solaire a baissé de 80% depuis 2008.
Donc je ne suis pas sûr que quand on fait des projets les uns comme les autres, on intègre ce que l'Internet des objets peut amener à notre efficacité, c'est-à-dire adapter les consommations à la présence des personnes, des usagers, ce que peut apporter des panneaux solaires dont la valeur a baissé autant. Donc c'est tout ça qu'il faut revoir. C'est tout un... Et pour provoquer, catalyser ces changements de conception, ces changements de design, un cadre stable, un vrai prix au carbone est vraiment un outil nécessaire. Alors, on va poser la même question à Laurence Subiana. Est-ce que les pays de cette COP21 sont prêts aujourd'hui à travailler sur un prix du carbone ou pas? Oui et non, c'est-à-dire que la vision un peu manuelle de textbook de première année d'économie, consistant à dire il y a un prix qui va optimiser toute l'allocation des ressources, il faut qu'on détermine ce prix du carbone, et tout ça, évidemment, c'est ça dont on a besoin. Ça, le premier chapitre du textbook, on ne l'aura pas. Et d'ailleurs, parce que l'économie, la science économique est un peu plus sophistiquée que ça, on sait que c'est beaucoup plus compliqué. On avait invité Joseph Stiglitz il n'y a pas très longtemps à la conférence scientifique qu'a eu à l'UNESCO. Il a dit l'idée qu'on pourrait décider d'un prix du carbone qui va du coup générer un extraordinaire montant de rente poserait un problème de répartition absolument redoutable. Donc il faut abandonner la vision théorique. En revanche, il faut se dire que cette question de la valeur du carbone est essentielle et qu'on voit d'ailleurs dans les différents pays une approche différente de cette valeur. Et c'est normal parce que les structures économiques sont différentes, la maturité des industries est différente et que le prix d'une tonne de carbone en Chine, au Bangladesh ou aux États-Unis n'a aucune raison d'être le même. Et bon, là, on rentre un peu dans la théorie économique et je n'y viendrai pas. Bien sûr qu'il y a une tension entre des activités qui sont globalisées et, je dirais, un instrument qui est par nature fiscal, enfin d'une manière ou d'une autre, et un contexte de souveraineté nationale qui, malgré toute cette globalité, demeure. D'où, au fond, la progression qu'il faut générer et qu'on va générer dans cette négociation, d'une part, en se disant, donc, on n'aura pas de prix mondial parce qu'il n'y a pas de gouvernement mondial. Et on connaît quand même la théorie de la démocratie et sur la fixation de la fiscalité, donc j'y reviens pas. Mais on va avoir, à travers ces INDC déjà, des signaux économiques extrêmement forts. Je parlais des 15 millions de jobs chinois. Mais si on prend ça du côté du marché, quand on fait la somme des engagements que les pays prennent en matière d'énergie renouvelable, bon, encore une fois, je dis ça souvent et je ne voudrais pas avoir quand même l'air particulièrement impécunieuse, mais si j'avais des économies, je sais où je les mettrais. J'achèterais des actions de Schneider Electric ou des actions des énergies renouvelables parce que c'est le marché du siècle. Alors ça, premier signal économique, on est en train de créer un marché, ce qui est une des façons de faire implicitement un prix du carbone. Deuxième chose, quand on regarde encore une fois les INDC plus précisément, qu'on voit déjà le mouvement de décroissance, voire de suppression des subventions aux énergies fossiles s'amorcer. Quand on voit que l'Inde a doublé la taxe sur le charbon, par exemple. On va révéler, et ça va être tout l'effort qu'on va essayer de faire dans des derniers rushs du temps, c'est de montrer qu'il y a un prix implicite du carbone inclus dans ces INDC qui n'est pas si bas que ça, au contraire. Et on va être certainement à des niveaux de prix qui sont déjà assez raisonnables. Donc la question, et en économie je dirais, c'est la question des anticipations rationnelles. Il faut que cette défaillance d'information, le carbone n'a pas de coût, n'a pas de prix, parce qu'on ne le voit pas, doit être combattue par la révélation de ce que les régulations, les engagements de marché, les taxes révèlent déjà, plus bien sûr les pays qui ont déjà un marché du carbone, et il y en a de plus en plus, et il y en aura en plus de plus en plus. Donc peut-être premier élément pour inscrire, on aura bien sûr toute une référence sur le marché du carbone ou le prix du carbone dans l'accord, puisqu'il y en a besoin, puisqu'il y a déjà des marchés du carbone qui essaient de se lier les uns aux autres. Et puis, on va avoir des besoins de créer des mécanismes de financement internationaux liés à cela. Mais révéler vraiment l'état réel du prix implicite et explicite du carbone est une opération je dirais, de pallier la défaillance d'information complètement essentielle. Et nous allons y veiller probablement avec les institutions qui ont l'habitude de faire ça, l'OCDE et la Banque mondiale. Deuxième idée, qu'on a commencé à discuter parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, mais il y a aussi des pays qui se sont prononcés là-dessus, commencer à créer une coalition de pays qui s'engagent, indépendamment de ce qu'on a dans l'accord, à en tout cas discuter de l'évolution de leur prix intérieur du carbone et d'à le mettre en œuvre.
Donc ça aussi, un peu sur le modèle des collaborations renforcées ou à l'européenne, d'essayer de mettre en place, et ça c'est assez concret, ça va se faire dans les semaines ou les mois qui viennent, une coalition de pays qui s'engagent à discuter entre eux de leur prix du carbone. Et puis finalement, je crois qu'il faut regarder, c'est une économie politique ça. Le prix du carbone ne va pas venir sans un engagement des entreprises. C'est pour ça d'ailleurs que ça a déjà commencé à marcher, hein, parce que les gouvernements prennent courage à voir qu'au fond, ça peut marcher, qu'ils ne vont pas se faire exécuter parce qu'ils auront franchi cette étape. Et tout l'engagement, la pression amicale que nous mettons sur les entreprises au niveau mondial, c'est qu'il faut qu'elles s'engagent parce qu'elles donnent le signal à ce moment-là au gouvernement qu'ils peuvent aller plus loin. Et donc dans cette économie politique vertueuse où les entreprises s'engagent de façon individuelle ou à travers leur plateforme, s'engagent sur des réductions d'émissions, en pratique ça veut dire un prix implicite du carbone pour elles-mêmes. Cela, je crois, crée exactement le contexte dans lequel on va pouvoir avoir progressivement un alignement des politiques au plan mondial. Mais regardez l'effet d'imitation des politiques, je prends juste les politiques monétaires. Donc sur une base volontaire, que c'est ça, sur une base volontaire d'abord, mais qu'on va, il y a quand même quelque chose qui n'est pas volontaire, c'est que lorsqu'on s'engage à mettre à son contribution, on va avoir un processus de vérification. Et il faudra dire comment on l'a mis en œuvre ou comment on va le mettre en œuvre. Alors, on va parler de la vérification dans un instant. Je voudrais juste avoir la réaction de Bruno Lafont par rapport à ce que vient de dire Laurence Tubiana. Déçu ? Non, pas du tout. Je pense que ce que dit Laurence Tubiana, c'est que c'est très compliqué et qu'on peut faire beaucoup d'erreurs dans la mise en œuvre d'un prix du carbone aussi. C'est pour ça que c'est compliqué et que les conséquences ne sont pas simples. En revanche, tout ce qu'elle dit, c'est qu'on va vers des efforts de valorisation du carbone, ce qui me conduit à dire qu'il faut faire des progrès dans la mesure, dans tous les sens. Les progrès dans la mesure, on ne maîtrisera le changement climatique et on ne rendra la lutte contre le changement climatique comme un instrument de croissance profitable que si on mesure tout. Alors on mesure par exemple la question de savoir si vous faites un nouveau produit, est-ce que Schneider Electric, qu'est-ce qu'il apporte à son client? Comment ça se mesure? Ça se mesure sur comment? Sur quelle durée? Avec quelle méthode? Certifié par qui? Comparable comment? Etc. Donc je pense que c'est comme ça qu'on arriverait effectivement à bien identifier la valeur du carbone sous-jacente dont a parlé Laurence Tubiana, qui est un sujet très indifférent. Et effectivement, je suis sûr qu'il y a une dynamique qui va conduire vers une convergence. Oui. Jean-Pascal Tricot. Ouais, je voudrais juste aussi ajouter toutes les recommandations qu'on voit aujourd'hui autour de l'amélioration de la performance énergétique ou en réduction. Recommandent de faire des mesures précises et de les rendre accessibles à l'utilisateur. Nous, c'est parmi d'autres industriels, c'est notre métier. Ce qu'on réalise ou ce qu'on voit, c'est qu'à partir du moment... Alors, première chose, si vous revenez quelques années en arrière, vous demandez à n'importe quel chef d'entreprise quel est son coût informatique, il sait vous répondre au dixième de % près. Quand vous lui demandez quelle est sa facture énergétique, donc ses émissions de carbone, là, il est complètement perdu et il ne sait pas le consolider, alors que très souvent, sauf des industries très spécifiques qui sont énergie intensives, mais pour les autres, en général, les gens ne connaissent pas leur consommation alors qu'elle est très supérieure à leur coût informatique. Nous, ce qu'on voit, c'est que quand on donne les moyens à nos clients de mesurer leur performance dans un bâtiment ou dans une industrie, comme les gens veulent faire bien, si vous donnez aux collaborateurs le moyen de savoir ce qu'ils ont consommé, tout de suite, vous gagnez 10%. Basé simplement sur une chose, c'est la volonté de vos collaborateurs de faire bien, ce qui est une motivation humaine normale, naturelle et profonde. Alors, il y a d'autres questions sur le carbone. Quel bilan du marché carbone européen? Bon, bah là, c'est vite fait, ça n'a pas... Quelqu'un veut dire un mot sur le bilan? C'est une question. Non, c'est pas... il ne faut pas rentrer dans les détails techniques. Oui. Ça n'a pas marché. Ça a le mérite d'exister. Et d'avoir été un apprentissage finalement très positif. Bien sûr, il faut le réformer profondément pour que ça marche. Mais on l'a, il ne faut pas le tuer, et au contraire, il faut lui donner les moyens de fonctionner. Mais sinon, pour le reste, c'est une discussion un peu technique. Voilà, il nous reste une trentaine de minutes. Alors, on va essayer d'aborder les autres questions qu'on avait prévues. Mais je n'oublie pas celles que vous posez. Vous pouvez continuer à le faire, bien évidemment. Point 7 du manifeste du MEDEF sur la COP 21, la mise en place d'un cadre de surveillance, de publication et de vérification des émissions est une condition majeure du succès de l'accord de Paris.
Ah oui, ça c'est le cœur. Est-ce que même question que tout à l'heure, est-ce que les pays, et tous les pays, sont d'accord là-dessus? Ils sont bien obligés d'être d'accord là-dessus, mais après, tout le sujet va être la mise en œuvre. Donc, où est-ce qu'on en est? On a aujourd'hui un cadre qui donne des contraintes plus fortes sur la mesure et le rapportage des émissions des pays de gaz à effet de serre des pays développés que des émissions des pays en développement. Et la liste pays en développement, elle est vraiment très longue. Ce qu'on trouve, ça va de la Chine, l'Arabie Saoudite, au Burkina Faso. Bon. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir un cadre plus homogène, plus rigoureux, qui amène les pays à d'abord publier leurs inventaires, publier non seulement leurs émissions, et en même temps, comment est-ce qu'ils pensent les réduire. Et donc un outil de vérification, sachant qu'il y a les statistiques nationales, mais qu'il y a aujourd'hui de plus en plus des moyens internationaux. Ce que disait Thierry Mandon, on a de plus en plus de moyens très précis de mesurer les émissions de façon géophysique, si on peut dire. Notamment grâce au spatial aussi. Hein, exactement. Donc on va avoir cet aller-retour entre les déclarations des pays. La Chine a reconnu qu'elle était le premier émetteur mondial à peu près 4 ans après que c'était vérifié. Donc je crois qu'on va aller aussi vers quelque chose où la transparence ne fait plus peur. Oui. Surtout si on montre que même les pays qui n'arrivent pas à faire ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient, trouvent dans le mécanisme de coopération internationale des chances d'y arriver. C'est-à-dire qu'on est dans un processus d'apprentissage, on n'est pas dans un processus de punition. Et ça, c'est complètement central. Pour que les pays aient confiance, ouvrent leur livre de compte, permettent à des experts internationaux de venir, acceptent de venir présenter devant une salle comme ça leurs résultats, leurs performances, ce qui va être dans les textes d'une façon ou d'une autre, il faut qu'ils soient sûrs que ça ne va pas être pour les mettre au banc de la société internationale, ni avoir immédiatement des sanctions commerciales qui vont tomber sur eux. Donc c'est ça, la vérification et la rigueur va de pair avec le mécanisme de coopération. Et à un moment ou un autre, je voudrais vraiment qu'on parle d'innovation technologique parce qu'on a des grands projets là-dessus et que je voudrais vous les faire partager. Alors, l'innovation, justement. J'ai une question pour Thierry Mandon sur ce plan. Thierry Mandon, qui avant de rentrer au gouvernement était un des membres très actifs de la commission Innovation 2030 que préside Alain Lauvergeon. Et cette commission avait proposé dans son rapport remis au président de la République un principe d'innovation pour faire un peu pendant au principe de précaution. Vous aviez défendu cette idée, Thierry Mandon. Où en est-on aujourd'hui sur cette idée de principe d'innovation? C'était une proposition, une suggestion de cette commission qui, pour l'instant, comme vous le savez, l'idée c'était de modifier la Constitution sur ce point, est à l'état de proposition et de suggestion. Et là, c'est pareil. L'idée derrière, c'était de réinterroger ce qu'est devenu l'usage du principe de précaution, qui initialement était un usage qui visait, chaque fois qu'apparaissaient des risques, à se doter d'outils d'analyse prédictive de la réalité ou pas des risques, et qui est devenu aujourd'hui, dans un certain nombre de situations, un prétexte à bloquer, à empêcher. Donc c'était ça l'idée, et le principe d'innovation visait à finalement revenir aux sources de ce que pourrait être un bon usage du principe de précaution. Donc, je ne suis pas certain qu'à court terme, la situation soit mûre pour que la Constitution soit modifiée sur ce point. Et d'ailleurs, pour être tout à fait direct et franc avec vous, je m'interroge sur ce que voudrait dire une Constitution qui juxtaposerait le principe de précaution et le principe d'innovation. Je ne suis pas certain qu'en termes de simplicité du message, on gagne beaucoup. Voilà. Et vous connaissez ce sujet de la simplification, bien sûr. Maude Fontenoy. Non, mais un petit point sur ce fameux principe de précaution. Il est certain que nous avons tous envie d'être protégés et que ce principe de précaution a été inscrit dans la Constitution pour des bonnes raisons et qu'il est normal que toutes les innovations techniques et technologiques puissent nous faire nous poser des questions. Et je crois qu'il est aussi de notre devoir et des devoirs de nos dirigeants de faire que ces questions ne nous empêchent pas, ne nous paralysent pas. Se poser des questions, ce n'est pas arrêter la recherche. Et c'est ce qui parfois me désole, parce qu'en effet, ce principe de précaution est utilisé un petit peu à tout propos et hors propos. Il est sorti complètement de son contexte. Il est presque mis comme un paravent, comme un parapluie, des multitudes de réglementations et autres qui finalement paralysent complètement l'action. Et c'est franchement pas l'intérêt de notre pays.
sachant qu'il y a quand même près de 22 000 chercheurs qui sont partis aux États-Unis et qui quittent la France parce qu'ils se sentent empêchés, à juste ou pas raison, dans leur métier, et que je pense qu'une des solutions serait peut-être aussi de ne pas s'empêcher et donc d'oser, d'avoir cette audace d'aller sur des thématiques qui sont parfois tabous. Quand on parle de cellules souches, quand on parle d'OGM, tout ça fait peur. Et du coup, on arrête même la recherche, alors que ça peut peut-être aussi nous apporter des éléments de solution. Et que pour moi, un des outils principaux, c'est aujourd'hui de ne rien se refuser. Ça ne veut pas dire d'aller n'importe où, mais de rien se refuser et surtout de ne pas être paralysé par la peur et surtout de ne laisser personne instrumentaliser la peur, l'inquiétude de nos concitoyens pour s'en servir comme un instrument de pouvoir. Malheureusement, c'est trop souvent le cas. Oui, et c'est ce que Maud Fontenoy défend dans ses livres, le dernier en particulier. Mais aussi le précédent, Ras-le-bol des écolos, qui avait fait plaisir à beaucoup de monde, évidemment. Alors, l'innovation, je voudrais qu'on essaie d'avancer avant de répondre à quelques dernières questions. Laurence Subiana, rapidement, quelles sont les grandes innovations techno qu'on peut espérer dans ce domaine du climat? Et donc des énergies, et donc des matériaux, etc. etc. Je ne vais pas prendre exactement le problème comme ça. Je vais prendre de quoi on a besoin pour qu'un accord sur le climat soit crédible du point de vue de l'innovation. Je voudrais reprendre ce que Thierry Mandon a dit sur Clausewitz. Il nous faut des buts de guerre en matière d'innovation. C'est peut-être ça qui est un peu particulier de la période. Normalement, enfin, en bon chercheur, on dit on verra bien ce qui arrive. Il y a donc l'idée que plein de choses vont arriver, qu'on ne peut pas conduire l'innovation. Et nous sommes dans une période particulière où on sait qu'il y a un certain nombre de domaines où il faut qu'on fasse des avancées, sinon on ne peut pas résoudre le problème. On sait qu'on ne peut pas résoudre le problème des renouvelables sans stockage de l'électricité. On sait qu'on ne peut pas résoudre, parce qu'on aura quand même des fossiles dans le système toujours, en tout cas pendant longtemps, sans capture et stockage du carbone, voire son utilisation. Donc on a un certain nombre de grandes challenges d'innovation technologique qu'il faut résoudre. Et là, la bonne métaphore, c'est on va sur la Lune. Il y a eu des mauvaises métaphores, on fait la bombe atomique. Hein. Mais il nous faut quand même des grands projets, et en tout cas une mobilisation de financement public et privé pour résoudre des questions précises. D'où la démarche un peu inverse que ce qu'a été la discussion de la technologie dans cette histoire du climat, qui est de se dire quelles sont les coalitions qu'on peut créer très concrètes sur un ensemble de technologies dont on sait qu'il faut qu'on les obtienne et il faut qu'on en fasse baisser le coût de façon massive. Alors je vais vous raconter une petite anecdote qui nous a fait bien plaisir. Il y a quelques semaines à Paris, Bill Gates est venu nous voir le président de la République, Laurent Fabius et moi-même, je le connais depuis assez longtemps, pour dire, bon, finalement, j'ai été hostile à cette question du climat depuis, c'est vrai, il a été très réservé sur l'importance qu'on donnait à ce sujet. Et maintenant, j'ai changé. Et la manière dont il faut aborder ce sujet, c'est l'innovation. D'où l'idée aujourd'hui, avant Paris, d'obtenir en particulier des pays du G20, et c'est un des sujets qu'on va évoquer le 27 septembre lors de la réunion des chefs d'État qui aura lieu à l'invitation de François Hollande, de Ban Ki-moon et du président péruvien, d'un accroissement de l'investissement en recherche et développement. Je dis ça à Thierry Mandon, mais s'il ne le sait pas, il va être content. Et qu'il y aurait un matching des fonds par les venture capitalistes, dont Bill Gates, Warren Buffett et ses autres copains. Donc je ne sais pas si on va y arriver, mais l'idée c'est de pousser investisseurs privés d'un côté, mais aussi recherche-développement public, parce qu'on en a besoin, à s'attaquer à ces grands sujets du stockage, de la transmission, des technologies de l'information qui sont chères à Jean-Pascal Tricoire. Si on réussit ça, on va apporter un paquet d'engagements de développement technologique à Paris qui vont donner confiance aux gens sur lesquels ça a l'air impossible de dire qu'on décarbone de façon profonde l'économie, mais en réalité, on peut le faire et on commence à avoir certaines idées. Voilà. Jean-Pascal Tricoire, sur ce même thème de l'innovation. Hein, je crois. Sur l'innovation, déjà on l'a dit, on a dans nos entreprises et dans l'écosystème, il y a des tas de choses très bien qui se font en France. Moi je pense que néanmoins, tout le monde est en train de travailler sur le sujet. Particulièrement, on a vu récemment la Silicon Valley s'emparer du sujet de la lutte contre le réchauffement climatique et avec les moyens de la Silicon Valley. Donc si on veut, et là de nouveau c'est vraiment un sujet de vitesse, c'est-à-dire qu'on ne vit pas exactement sur les mêmes rythmes et sur les mêmes cadences. Donc il faut qu'on apprenne à courir beaucoup plus vite. L'innovation, c'est souvent, vous pouvez y mettre beaucoup d'argent, moi je crois assez peu aux grands plans d'ensemble qui viennent des États. C'est un problème d'écosystème.
L'innovation, elle vient du terrain, elle vient des petites entreprises, elle vient de clients qui sont, ou de gens qui sont plus avancés. Et donc, je crois qu'il faut qu'on sache en France se fixer des grandes ambitions en termes de progrès qui vont nous forcer à faire des ruptures. Alors, on voit chez nos voisins allemands, quelque part, cette chose se passer au niveau d'énergie, alors avec des dégâts collatéraux qui sont forts, parce que sans doute ils ont été un peu trop rapides. Mais quand même, si on prend des paris dans 10 ans, je pense que l'industrie allemande, du fait de l'écosystème créé, aura beaucoup innové. Ensuite, il y a tous les sujets qu'aborde Pierre. Si vous voulez avoir des startups, il faut pouvoir embaucher rapidement, il faut pouvoir se planter. Enfin, quand on fait d'innovation, on en essaye 100. Pour en réussir une. Donc il faut pouvoir embaucher rapidement, licencier rapidement. Il faut pouvoir gagner de l'argent si on a du succès. Et là, on sait qu'on a quand même beaucoup de progrès à faire en France. On est très loin de ce système. Alors, si je reste sur les... Je vous en prie. Sur l'innovation, l'innovation, elle n'est pas seulement technologique. On en a besoin, bien sûr, pour mieux comprendre le climat, pour stocker l'électricité, etc. L'innovation, François-Xavier Bellamy, elle est aussi comportementale. Et on la voit. Et ça concerne directement la jeunesse. Grâce au réseau, grâce à Internet, on a de l'économie de partage, de l'économie de fonctionnalité qui se développe. Les comportements sont en train d'évoluer aussi. Et de fait, l'innovation, elle doit être là aussi globale. Je citais tout à l'heure l'ouvrage de Hans Jonas. Il répondait, c'était dans les années 70, à un autre texte d'un philosophe allemand qui s'appelait Ernst Bloch et qui s'appelait Le principe espérance. Et qui disait, voilà, la technique est en train de changer le monde, laissons la technique changer le monde, cessons de réfléchir aux conséquences, il faut d'une certaine façon laisser libre cours complètement à l'activité économique, à l'activité technique, à la science. Et Jonas répondait, pas du tout. La science est en train d'augmenter le pouvoir que nous possédons et de l'augmenter d'une manière définitive puisque pour la première fois, avec la bombe nucléaire, nous sommes capables de détruire notre propre environnement. Puisque nous devenons de plus en plus puissants, nous devons aussi augmenter le champ de notre réflexion éthique, augmenter le champ de notre discernement moral, augmenter le champ de notre réflexion sur ce que veut dire être humain, sur ce que veut dire tout faire pour que l'humanité demeure dans ce monde et pour que la vie soit encore possible dans l'avenir. Et d'une certaine façon, je crois qu'on a beaucoup parlé ici de science, de technique, de technologie. Ce n'est pas pour prêcher pour ma chapelle, mais je crois qu'il faut aussi que nous nous donnions les moyens d'une innovation dans les sciences humaines, dans la philosophie, dans tout ce qui peut nous permettre de mieux comprendre ces défis auxquels nous sommes confrontés. On voit bien que les comportements évoluent et on a besoin d'outils pour les penser. On voit bien que les façons dont les gens entrent en interaction sont en train de changer et on a besoin de mots pour décrire ce nouveau monde qui est en train de se dessiner devant nous. Je crois que cette réflexion, cette progression, elle doit être globale. Et de ce point de vue-là aussi, la France a des atouts. L'enseignement supérieur français a des atouts. On a parlé des grandes écoles, mais on peut parler aussi de l'université. Notre enseignement supérieur, notre recherche, notre monde intellectuel, nous le savons, sont regardés dans le monde entier. Nous avons quelque chose aussi à dire au monde et à écouter du monde sur ce terrain-là. Alors, je vais prendre quelques questions. Comment fédérer les démarches environnementales qui ont produit des réductions d'émissions afin qu'elles se multiplient? Qui veut répondre? Leslie? Allez. Je ne suis pas sûre d'être la mieux placée pour répondre à cette question. Je vais essayer, mais toutefois, par rapport à tout ce qui est innovation et la place des jeunes dans les startups, dans tous les ateliers collaboratifs, dans tout ce qui est coworking, j'ai pu voir ça émerger en à peine 3 ans. Donc c'est vrai que la rapidité là-dessus, elle est absolument incroyable. Pour tout ce qui est également production de... comment dire, en chaîne avec ce qui est en train de se passer vis-à-vis de l'Internet des objets, ce qui est en train de se passer vis-à-vis de l'Internet des imprimantes 3D, tout ça, ça peut paraître assez lointain, assez farfelu, ça va demander des investissements colossaux, des réflexions sur la sécurité des données des personnes qui aujourd'hui ne sont pas maîtrisées, une véritable éducation à l'Internet par les citoyens, par les jeunes notamment, parce que c'est pas parce qu'on sait utiliser Google qu'on sait se protéger, etc. Donc toutes ces nouvelles innovations, elles apportent avec elles des possibilités de descente de coûts drastiques, de multiplication de la collaboration entre personnes, de partage infini à des coûts modiques, des reconsidérations totales des business plans des entreprises qui du coup ne pourront plus vendre autant qu'elles vendaient auparavant, mais simplement ça pose de tels défis en matière d'investissement. Qui va faire l'investissement? Des grandes entreprises, des PME, des gens, l'État peut-être même surtout, si on considère ça comme un bien public.
comment est-ce que la formation des personnes est faite, des usagers, comment est-ce que les entreprises forment leurs propres usagers. C'est aussi une véritable question. Donc du coup, comment est-ce que ces innovations sont fédérées pour se développer? Je le vois souvent à petite échelle, avec après voilà, des partages en open source. Voilà, je ne sais pas si l'open source sauvera le monde, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se développer, notamment chez les jeunes entrepreneurs. Ils partagent ce qu'ils font, ils reçoivent de leurs clients des informations, ils collaborent entre entreprises, mais parce qu'ils sont dans une dynamique de business plan qui, me semble-t-il, est moins axée sur, à part dans certains domaines très très pointus, sur la profitabilité le plus possible, le plus rapidement possible, mais parce qu'ils voient la richesse comme dans l'échange. Il y a l'argent, bien sûr, mais également tout l'échange, toute la sociabilité que ça leur confère. Donc voilà ce que je peux dire pour le partage des démarches environnementales d'un point de vue jeune et start-up. Voilà. Donc un message. Pour résumer, c'est la technologie et les concitoyens qui doivent s'impliquer pour changer notre environnement. Donc c'est tout à fait ça. Une autre question, un plan de formation aux nouveaux métiers liés aux ENR, aux technologies de pilotage des consommations, à l'effacement, est-il prévu? Thierry Mandon. Il faut faire attention au plan de formation décidé par la puissance publique avec les idées de la puissance publique, les objectifs de la puissance publique. Moi, je crois, sur ces sujets, à une forme nouvelle de compagnonnage, c'est-à-dire d'articulation beaucoup plus étroite des industriels, des entreprises, qui savent en gros ce dont ils vont avoir besoin, ce dont ils ont besoin, le niveau de qualification, les contenus des qualifications, et une puissance publique qui soit réactive en fonction de ces demandes-là, sur ces nouveaux métiers-là, plutôt qu'ils cherchent à préfigurer, qui est quand même une chance sur deux de se tromper. Jean-Pascal Trégoire. Rapidement, on a été obligé de créer, on a créé notre propre école, qui forme et qui amène des enfants, des jeunes, avec succès. Et puis surtout, on a des universités en ligne maintenant. Vous allez sur le site Schneider, vous avez quelque chose qui s'appelle Energy University, et vous commencez déjà à avoir une... Et ça, c'est souscrit par des dizaines de milliers de personnes autour du monde. Et c'est là où le digital retrouve l'énergie. Bien sûr. François-Xavier Bellamy. Juste sur cette question de la formation, je crois qu'il y a aussi un piège à éviter qui consisterait à demander à la puissance publique de former les générations qui viennent à des métiers qui n'existent pas encore. Par définition, c'est une forme d'aberration. Je crois que le rôle de l'école, le rôle de l'enseignement secondaire, c'est de transmettre des connaissances fondamentales qui sont ensuite le fondement de la capacité d'innovation, de la capacité de recherche et d'invention. Les gens qui ont inventé Google n'avaient pas fait d'informatique à l'école. Ils avaient fait des mathématiques, ils avaient fait précisément tout ce qui leur permettait d'acquérir ces connaissances fondamentales. Je crois qu'on ferait une erreur de mettre la charrue avant les bœufs et de vouloir précisément, avec toujours le train de retard qu'on aura forcément sur l'évolution du monde, de vouloir préparer trop jeune des mutations qui ne sont pas encore complètement abouties. Alors, la jeunesse que nous rencontrons, celle qui prépare la COP, est très engagée et dynamique avec une force de changement extraordinaire. Là, c'est un commentaire qui peut peut-être s'adresser à vous deux, je ne sais pas. Je m'exclus évidemment de cette... ça, on l'a déjà posé, tout va bien. Peut-être aborder la conclusion, alors sauf s'il y a d'autres questions encore. On souhaitait terminer par le thème central de cette conférence, finalement, et la jeunesse dans tout ça. Et la jeunesse dans tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à cette jeunesse? Je vous demande un petit tour de table très rapide, pour l'encourager à penser qu'on va lui laisser une planète dans un état acceptable, gérable et aussi agréable que celui qu'on a connu. Quel message on peut donner à cette jeunesse? Qui veut démarrer? Pas facile, hein? Thierry Mandon, allez. 3 choses. 1, qu'elle s'y mette elle-même. 2, qu'elle investisse un certain nombre notamment dans le domaine de l'université, des grandes écoles, de la recherche, de la science, des formations qui aujourd'hui, de long cours, ont besoin d'engagement, y compris sur les sciences qu'on appelle dures, qui rencontrent des difficultés dans un certain nombre de disciplines aujourd'hui à trouver des jeunes, alors que les aventures et humaines et professionnelles sont garanties compte tenu du rôle que joueront ces disciplines scientifiques dans l'avenir pour résoudre les problèmes dont on a parlé. Par exemple, on manque de matheux. La France est mondialement connue pour la capacité, ses formations en mathématiques, et aujourd'hui, on a plein d'universités qui cherchent des gens qui s'engagent, alors que les mathématiques permettront après des orientations sur tous les domaines du numérique, je ne rentre pas dans le détail. 2, qu'ils s'engagent car il y a des aventures professionnelles.
Puis 3, et je rejoins ce qui était dit tout à l'heure sur la prise de risque, il faut tenter. Nous, pouvoir public, on doit beaucoup plus intégrer en effet les prises de risque, les risques d'échec, les nécessités d'organiser le rebond, de ne pas sanctionner durablement celui qui s'est cassé la figure, parce que c'est par l'entrepreneuriat, c'est par la création, c'est par l'initiative qu'on trouvera les solutions. Voilà. Donc ils s'y mettent, ils s'engagent dans les disciplines dans lesquelles il y a des aventures professionnelles et ils créent. Et dans les petites et les grandes entreprises, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de grandes entreprises en France qui n'osent plus faire des projets risqués parce que c'est trop compliqué de se reconfigurer. Hein. On a une petite tendance ici à toujours faire une césure entre les deux. On est dans le même bateau, voire dans la même galère. Alors, Leslie, voilà. Monsieur Menton, je tiens à vous rassurer tout de suite. Je vous promets que les jeunes s'y mettent. Pour en avoir vu de nombreux, pour avoir moi-même aidé à l'organisation de la conférence de la jeunesse qui aura lieu à la fin de l'année. Voilà, à Paris, hein, juste avant la COP21. Tout Il y à aura fait. combien? 5000 jeunes? On espère 5000 jeunes, oui. De toutes tendances confondues, c'est-à-dire aussi bien des jeunes engagés depuis très longtemps sur les questions climatiques, aussi bien des jeunes entrepreneurs qui fondent leur entreprise, aussi bien des jeunes qui veulent s'engager, qui ne savent pas forcément comment s'engager, aussi bien des jeunes même découragés, qui espèrent, qui ont leur voix à dire, qui ne demandent qu'une chose, c'est que leur travail soit reconnu, que leurs études soient reconnues, qu'ils soient embauchés, qu'ils puissent fonder leur entreprise de façon plus simple, qu'il y ait davantage d'aides, ou tout du moins que ce soit mieux médiatisé, parce qu'il y a des aides. Et il y a des jeunes qui font énormément de choses, de même que les entreprises, mais voilà, dans ce monde qui est très anxiogène, la jeunesse demande énormément à être mise en valeur comme elle l'espère, et il y a fort ce projet. Et voilà, pour ce qui est de la conférence de la jeunesse, pour rappeler mon compte africain, il y a besoin d'aide, parce que de toute façon, ça ne se fera pas sans les jeunes ne feront pas sans les plus âgés, disons. Et à ce titre, vraiment, la jeunesse fait autant qu'elle peut. Et elle demande juste à avoir des formations plus intégrées, des ponts davantage faits entre les disciplines aussi. Maths et sciences sociales ont tout à faire ensemble, je le pense très sincèrement. Et donc à ce titre, voilà, il y a une véritable intelligence collective de la jeunesse qui ne demande que ça, faire des ponts entre ces différentes composantes, faire des ponts entre les disciplines et faire des ponts avec les entreprises et les pouvoirs publics pour pouvoir créer. Parce qu'ils ne demandent que ça. Et je demande que ça et nous demandons que ça. Julien Dumas, qui appartient aussi à la nouvelle génération. Eh ben, nous, ça va être avant toute chose, de nous restaurateurs, de transmettre notre savoir et d'expliquer aux jeunes qui arrivent dans le métier, parce que hélas, quand ils sont formés, il n'y a aucune... ils sont absolument pas sensibilisés à tout ça, et je pense que c'est à nous de leur expliquer pourquoi il faut le faire, dans quel but, pour qu'ils puissent pérenniser ce qu'on fait et aller au-delà. Laurence Subiana. D'abord, je voudrais dire que je viens d'apprendre une chose et je sais ce que je vais faire la semaine prochaine. Je vais appeler les responsables du guide Michelin et leur demander pourquoi ils n'ont aucun critère de développement durable dans leurs étoiles. Donc là, j'ai appris ça de Julien, merci. Et je ne vais pas manquer de le faire. Très belle idée, on va suivre ça. Oui. Deuxième chose, peut-être une petite expérience que nous avons vécue, que j'ai vécue avec mes étudiantes 2 fois de suite, notamment cette année à Sciences Po avec des étudiantes venues de tous les pays du monde, sur la simulation de la COP21 qui a eu lieu en mai 2015. Oui. Ce qui m'a frappée, c'est que ça a permis à tous ces jeunes de dépasser une vision trop simple des problèmes et de savoir qu'effectivement tout ça passait par des transformations dans plein de niveaux, et que la politique, ça valait vraiment la peine de s'y investir. Que ce n'était pas juste quelque chose qui était fichu, qui est quelque chose où ça ne valait pas la peine de mettre du temps ou de l'énergie, mais qu'on pouvait changer les choses si on commençait à accepter de comprendre la complexité du monde et quand même qu'il y avait un certain nombre de leviers sur lesquels on pouvait changer. Donc je crois que, voilà, ces jeunes, Thierry Mandon l'a dit très bien, la première chose c'est qu'ils agissent, ils sont des citoyens, ils sont des entrepreneurs, ils sont des intellectuels, ils sont des ouvriers, ils sont des artisans, et que si à chaque fois ils se demandent ce qu'ils font et pourquoi ils le font, ça change considérablement les choses. Merci. Jean-Pascal Tricoire. Je pense que tout ce qu'on vient de décrire, c'est des moments de grande rupture. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience internationale et globale sur le réchauffement climatique et une différente utilisation des ressources et de l'environnement. Il y a l'arrivée de technologies qui sont très en rupture et qui permettent de faire les choses de façon différente.
Donc pour les jeunes qui arrivent aujourd'hui, c'est une opportunité. Ce genre de choses, ça arrive quand Internet arrive dans les années 90 dans le domaine des communications. Ça arrive 20 ans plus tard quand ces ruptures arrivent dans le domaine de l'environnement. À mon avis, c'est une vraie vague de fond. On en voit les signes. Et cette vague, il faut la surfer, quoi, hein. Des vagues comme ça, on en a une tous les 20 ans. Alors, Bruno Lafont. Bien, je voulais juste dire deux choses. La première, c'est ce qu'a dit Jean-Pascal, donc je ne le répète pas. La deuxième, c'est que dans le parcours des entreprises, les jeunes doivent commencer à ressentir que les entreprises sont devenues beaucoup plus responsables, que le développement durable est en train de devenir une partie intégrante de leur business et que ce développement durable est donc un vecteur de croissance extraordinaire. Et aux plus entreprenants, je recommande aujourd'hui qu'ils pensent et qu'ils réfléchissent effectivement à créer leur entreprise et à rejoindre le BDF. Alors, on va terminer sur une note philosophique avec François-Xavier Bellamy. On l'a entendu au cours de cette conférence, hein, on est dans une situation où on mélange un petit peu l'angoisse, mais aussi la passion, l'innovation, la vague qui se produit une fois tous les 20 ans, la rupture. Comment, vous, philosophes, analysez ce drôle d'avenir qu'on réserve quand même à la jeunesse, hein? On est au sens littéral du terme, dans une situation de crise. C'est un mot qu'on a beaucoup évoqué jusque-là, mais crise, ça vient du grec krisis, qui veut dire la décision. C'est le moment décisif, en fait. Et vous l'avez dit, on est la première génération à savoir et la dernière génération à pouvoir agir. On est donc à la croisée des chemins au moment de la décision. Je crois qu'il faut prendre au sérieux cette crise. On ne peut pas se contenter de la décrire comme une opportunité pour les jeunes. Notre génération, en Europe, est la première qui, dans toutes les enquêtes d'opinion, répond systématiquement au sondage qu'elle pense vivre moins bien que la génération qui la précède. C'est donc vraiment un monde difficile qui va être transmis à la génération qui vient. Et dans cette difficulté, je crois qu'on peut dire deux choses. La première, c'est que ce monde est peut-être insatisfaisant pour beaucoup de jeunes. Et il y a, Leslie le disait, un vrai besoin d'être pris au sérieux, un vrai besoin d'être mis en confiance. Aujourd'hui, ce n'est pas si simple que ça de créer son entreprise. La simplicité, la complexité que vous évoquiez, Monsieur Mandon, elle est au cœur de l'itinéraire de beaucoup de jeunes. Et malheureusement, il faut bien le reconnaître, beaucoup de jeunes qui ont un projet d'entreprise fort sont obligés, ou en tous les cas, à un moment ou un autre, partiront à l'étranger pour le développer. Beaucoup de jeunes mathématiciens, puisque vous évoquez cette situation précise, beaucoup de jeunes mathématiciens de l'école qui m'a formé sont aujourd'hui partis à l'étranger parce qu'ils ne trouvaient pas forcément de poste qui soit à la hauteur de leurs compétences dans l'université française ou bien dans nos entreprises. Donc il y a un vrai travail à faire en France pour faire de la place à ces jeunes, pour leur faire confiance, pour simplifier leur itinéraire dans leur désir de s'engager. Et la deuxième chose qu'on peut dire aussi à ces jeunes, c'est qu'il ne suffit pas de se plaindre, il ne suffit pas de se lamenter. Beaucoup de jeunes sont malheureusement dans une situation un peu passive. Et vous l'avez dit, nous le disons tous ensemble, ce qui compte, c'est de peut-être regarder les erreurs du passé pour commencer à se changer soi-même. Au cœur de la jeunesse, il y a souvent eu le désir de changer le monde. Aujourd'hui, on n'a plus le choix. Si on ne change pas le monde, il ne durera pas très longtemps. Mais pour commencer à changer le monde, il faut commencer par se changer soi-même. C'est sans doute l'aventure qui se présente à nous aujourd'hui. Merci François-Xavier, bravo. Voilà, on arrive à la fin de notre conférence. Maud Fontenoy a dû nous quitter, mais je vais quand même la citer pour la conclusion. Le plus important, c'est donc certainement ce que nous enseigne la mer. L'engagement, la responsabilité, la faculté d'adaptation, la discipline et la rigueur, le respect de l'autre, le dévouement, la solidarité, l'esprit d'équipe, la capacité d'initiative, l'aptitude au commandement, etc. On ne peut pas lui mentir. Les faux-semblants n'ont pas leur place au large. Je pense qu'ils n'ont plus non plus leur place pour le climat. Bon courage pour la COP21. Merci à vous tous, merci aux intervenants et merci de votre participation également.